Bon, eh bien, écoutez, bonsoir pour ce 17e webinaire organisé par le groupe thématique chirurgie de l'ARS Île-de-France et notamment sa cellule opérationnelle qui est l'ORCA. C'est un sujet qui est assez complexe, parfois un peu inquiétant parce que les événements indésirables graves en chirurgie, bien pour les chirurgiens, pour les anesthésistes, pour nous, évidemment, c'est un sujet de préoccupation. Mais c'est un sujet qui peut aussi nous rassurer parce que lorsqu'il y a un événement, habituellement, il y a un plan d'action et donc il y a des mesures préventives qui sont associées. Donc, c'est vraiment un sujet important parce qu'au total, on peut considérer que ça va améliorer la qualité de la prise en charge. Alors, on a la chance d'avoir des intervenants évidemment de grande qualité et j'ai parcouru leur présentation qui est tout à fait passionnante. Et pour animer et modérer ce webinaire, donc nous avons deux personnes, plus une, Isabelle Nicoulet, qui est donc médecin qui est responsable adjoint du département événements désirables à l'ARS Île-de-France, et également le docteur Henri Bonfait, qui est directeur médical de la STARAX, qui est la structure d'appui à la qualité des soins et de la sécurité des patients de l'Île-de-France. Et peut-être qu'on aura Sandrine Buscaille qui nous rejoindra, qui était auparavant responsable du département qualité et au niveau de la direction de soins et qui vient d'avoir un poste au niveau du ministère de la Santé sur la même thématique, donc sur la pertinence également. Donc, je passe directement la parole à Isabelle Nicoulet et à Henri Bonfait pour démarrer. Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous, le docteur Bonfait. Voilà, donc je remercie le professeur Philippe d'avoir invité la STARAX pour animer ou modérer une partie de ce webinaire. La mission principale de la STARAX, c'est d'accompagner les établissements qui déclarent des événements indésirables graves sur le portail national, mais aussi de promouvoir leurs déclarations. Et dans ce sens-là, peut-être qu'il y a un certain nombre de ceux qui nous écoutent nous ont déjà entendu parler de nous, parce qu'on avait fait une enquête avec l'ARS sur justement les établissements qui ne déclarent pas des événements indésirables, voilà, pour rechercher un peu les causes de ces non-déclarations. Voilà, donc j'ai donc le plaisir d'introduire le docteur Isabelle Nicoulet, qui est responsable du département des réclamations et des événements indésirables à l'ARS. Voilà, nous aurons le plaisir d'entendre le bilan 2022 des EIGS déclarés sur le portail national au niveau régional. Voilà, donc après un rapide circuit de la déclaration des événements pour vous remettre un peu dans l'ambiance, on aura quelques statistiques quantitatives et puis surtout des informations qualitatives qui nous intéresseront beaucoup parce qu'à partir des facteurs contributifs, on aura quelques recommandations pour éviter la récidive de ces événements. Voilà, on ne déclare pas pour déclarer, mais pour s'améliorer et sécuriser la prise en charge. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je donne la parole au docteur Nicoulet. Et les questions sont sur la petite rubrique en bas, discussion. Donc, vous notez vos questions dans discussion et on les discutera à la fin des interventions. Bien, écoutez, je vous remercie en effet de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, je vais vous présenter la gestion des signaux, la façon dont en Île-de-France et à l'ARS en particulier, quelles valeurs on porte et comment on gère les signaux. Et puisque le thème s'y prête, je vais vous présenter un bilan portant sur les signaux de prise en charge chirurgicale des 5 dernières années. Alors. On a eu beau s'exercer, voilà. Donc, je veux en premier lieu rappeler le message fort que porte l'ARS Île-de-France, qui n'est pas forcément le même message qui est porté par toutes les ARS en Île-de-France. C'est que nous, on veut vraiment promouvoir la déclaration des événements parce qu'on considère que la déclaration est le premier élément, la déclaration qu'elle soit interne ou externe, est le premier élément qui permettra une prise en compte du signal, une analyse et donc une amélioration continue de la sécurité. Un signal qui n'est pas déclaré ne peut pas être analysé et donc c'est une perte de chance pour les patients suivants. Voilà, donc c'est un message fort et en tout cas en Île-de-France,
On est vraiment très attentif à ce que les déclarations spontanées des établissements ne donnent surtout pas lieu à de sanctions de personnes ni de structures. Et d'ailleurs, à ce titre, comme on sait que les structures sont pas forcément très réjouis lorsqu'ils ont une inspection, il n'y a pas d'inspection. Ça a été exceptionnel qu'il y ait depuis 2 ans, c'est exceptionnel qu'il y ait une inspection suite à une déclaration d'un établissement. Donc, comme vous le savez, bon, ça, celle-là, on peut passer vite, vous savez que tout le monde peut déclarer, hein, aussi bien professionnel de santé que responsable d'établissement ou personne désignée. Il faut toujours déclarer, et ça c'est un élément clé parce que sinon vous devez refaire vos déclarations, toujours déclarer en garantissant l'anonymat tant des professionnels que du patient concerné. Le seul élément permettant l'identification est l'identification du déclarant, et c'est tout. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment on est organisé en Île-de-France. C'est une organisation qui est assez récente puisqu'elle a été mise en place le 1er septembre 2020. Elle a consisté d'une part en une fusion des signaux, à la fois les déclarations des professionnels et les réclamations des usagers ou de leurs proches dans un objectif d'avoir une image globale d'un établissement. Et parfois, d'ailleurs, au travers de réclamations d'usagers, on peut découvrir des événements indésirables graves. Voilà. Et puis, on a également fait une régionalisation, c'est-à-dire qu'avant, les signaux arrivaient dans une des 8 DD. Maintenant, il y a un point focal régional qui recueille l'ensemble des informations, ce qui a permis une professionnalisation des agents dans la façon d'analyser ces signaux et d'y répondre, et également une nette amélioration de la traçabilité des échanges et des signaux. Donc, dès qu'on reçoit un signal, que ce soit une réclamation ou une déclaration, on fait l'analyse de la criticité dans les 24 à 48 heures, principalement pour rechercher un risque de reproductibilité immédiate. Et dans ces cas-là, éventuellement, on fait un point avec la DD, avec une direction métier, avec l'IRAS, pour se concerter sur la mesure à mettre en œuvre, qui peut être tout simplement d'appeler l'établissement pour s'assurer qu'il a mis en œuvre des mesures immédiates pour que ça ne se reproduise pas dans les jours qui arrivent. L'établissement reçoit un accusé de réception qui est un peu automatique, dans lequel on lui rappelle qu'il peut faire appel à la Starax pour se faire appuyer dans son analyse et rédaction du volet. Voilà. Et ensuite, on attend 3 mois, les 3 mois réglementaires, qui sont des fois un peu plus longs, pour analyser la réponse de l'établissement. Cette réponse est essentiellement analysée en fonction de la cohérence des plans d'action par rapport aux causes identifiées ou par rapport aux barrières qui peuvent avoir été non efficaces. Évidemment, on tient compte des échéances qui sont proposées par l'établissement. On peut éventuellement les raccourcir. Voilà. Et ensuite, évidemment, on clôture le signal qui part donc ensuite à la HAS pour ce qui est des EIGS et qui peut être, même s'il est clôturé, on peut demander du suivi de certaines actions à l'établissement. L'ensemble de ces signaux, que ce soit les réclamations que je n'ai pas détaillées ou les déclarations, arrivent dans des bases de données qui sont malheureusement des bases de données différentes, avec des outils différents et des variables différentes, mais on essaye quand même de les analyser et de faire des analyses thématiques, parce qu'un autre mot-clé qu'on a à l'Île-de-France, c'est qu'au-delà du rétex individuel d'un établissement, ce qu'on veut développer, et c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir, c'est un rétex régional qui puisse servir à l'ensemble des établissements, évidemment, pour que tout le monde puisse progresser. Donc, pour vous donner une idée, quantification globale des signaux reçus en 2021 et 2022, 430 EIGS en 2021, 755 en 2022. Donc, une nette progression, même si on est toujours quand même dans une certaine sous-déclaration. La plupart de ces EIGS sont déclarés dans des établissements de 72%. Et ce qu'il faut savoir, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, la prise en charge chirurgicale est la nature la plus fréquente retrouvée dans les EIGS.
La répartition des EIGS de chirurgie, hein, là maintenant on est bien sur la chirurgie, 60% sont des EIGS qui proviennent de structures publiques et 40% de structures privées. C'est la répartition classique des EIGS d'Île-de-France. Alors on a regardé les résumés de description d'événements, puisqu'on est en chirurgie, et en chirurgie, on considère qu'il y a deux grands intervenants, d'une part l'acte chirurgical et d'autre part l'anesthésie qui l'accompagne. Et on a essayé de déterminer quels étaient les EIGS qui relevaient plus de l'acte chirurgical et ceux qui relevaient plus de l'acte anesthésique. Et donc, on a sur l'ensemble de ces EIGS 56%, 57% des EIGS qui relèvent de la chirurgie, donc c'est des oublis d'instruments, des erreurs de latéralité, des plaies vasculaires, voilà, c'est le genre d'accident, alors que de l'autre côté, on a 41% de IGS d'origine plus anesthésie, qui peuvent être des erreurs de produits, des difficultés d'intubation, des difficultés de péridurale, et j'en passe. Ce qu'on a regardé aussi, c'est à quel moment on repérait le IGS. Ça peut être en péropératoire, le plus souvent, 55% à peu près, et ou en post-opératoire, 45%. 52% des EIGS sont constitués par des hommes. Bon. Et quand on regarde la répartition des classes d'âge de ces EIGS, on a une répartition qui est tout à fait classique comme pour les autres EIGS, il n'y a pas de particularité. On a un maximum de EIGS à partir de la tranche d'âge 50-60 ans. Alors, quelles sont les conséquences de ces EIGS? Dans 41% des cas, malheureusement, ces EIGS se terminent par un décès. Ceci dit, cette thématique, qui est quand même une thématique à risque, est visiblement moins mortelle que les autres, puisque sur l'ensemble des EIGS, on a plutôt 48% de décès. Par contre, quand on regarde le découpage en fonction que le IGS est plutôt chirurgical ou anesthésique, on voit que là, par contre, la mortalité est très différenciée. Il y a moins de chances de mourir lorsque l'acte en cause est la chirurgie plutôt que l'anesthésie. Donc, ensuite, quand vous remplissez les EIGS, au bout de 3 mois, vous documentez un volet 2. Et normalement, puisque l'extraction a été faite au 24/4/2023, on aurait dû avoir tous les volets 2 reçus sur les EIGS, puisque l'analyse a porté sur 5 années, mais jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on n'avait que 245 volets 2 reçus sur les 286 attendus. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ce qu'on peut voir dans les volets 2, c'est que les interventions sont plutôt considérées comme non complexes ou plutôt non complexes. Donc, c'est le cadre dans lequel est survenu le IGS est plutôt non complexe. Le cadre également dans lequel survient le IGS est plutôt un cadre non urgent. On n'est pas majoritairement dans des urgences immédiates. Et il y a une question également sur est-ce que cet IGS est évitable ou pas. Et donc, vous voyez qu'il est évitable, il est plus souvent évitable pour ce qui est d'un EIGS d'origine chirurgicale que pour un EIGS d'origine anesthésique. Alors ensuite, et là on arrive sur ce qui est très très intéressant dans le cadre des causes de l'analyse d'un volet 2, puisque ça va permettre d'en tirer des actions à mettre en place. Donc, les causes profondes qui sont identifiées sont, je dirais, à peu près la même répartition que dans tous les EIGS, avec le plus souvent les deux thèmes principaux qui ressortent, c'est toujours le patient et les causes profondes liées aux tâches à accomplir. Voilà. Donc là, vous avez une représentation. Il n'y a pas de spécificité sur ce type d'événement. Par contre, on peut creuser, et nous, ce qui nous intéresse, bien que l'outil ne soit vraiment pas
faciles à utiliser. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre ces facteurs en face, de mettre les actions proposées. Par exemple, je donne ça en exemple, les facteurs favorisants liés au patient, ça peut être lié à l'état de santé, aux antécédents, au type de traitement, éventuellement à d'autres éléments. Quelles sont les principales actions proposées? Mieux recenser les principales pathologies du patient, vérifier les données des antérieures inscrites sur les dossiers. Ça peut paraître trivial, ce genre d'action, mais c'est quand même les actions qu'on retrouve le plus souvent derrière ce type de facteurs favorisants. Vous avez aussi les tâches à accomplir, et là aussi, les tâches à accomplir, c'est en lien avec la disponibilité de protocoles, la qualité de la programmation, la définition des tâches entre professionnels, par exemple, et on voit bien que on a plein d'actions qui portent en fait sur l'amélioration ou la diffusion des différentes procédures, que ce soit la reconnaissance par le public, par les professionnels, ou évidemment l'affichage de certaines procédures et la mise en œuvre de procédures qui existent depuis très longtemps, qui sont promues par la HS depuis très longtemps et qui sont sans doute encore faits mécaniquement, mais qui malheureusement nécessitent encore d'être travaillées, adaptées probablement, comme par exemple les checklists du bloc opératoire. Voilà, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, je pourrais détailler également les autres. On peut faire exactement la même chose sur les barrières qui n'ont pas fonctionné pour essayer de définir des actions proposées. Ce qu'il en ressort, c'est que là, on est sur un domaine de la chirurgie et on se rend compte qu'en fait, pour affiner encore les actions, il faut aller beaucoup plus finement dans l'analyse des EIGS que le grand domaine de la chirurgie. Il faut pouvoir aller sur des événements très spécifiques que l'on retrouve à multiples reprises. Par exemple, il y a beaucoup d'incidents qui sont des incidents de latéralité. Il y a beaucoup d'incidents qui sont des incidents liés à des oublis de textilomes ou d'outils, je dirais, de chirurgie, d'instruments de chirurgie, pardon. Voilà, donc il faut maintenant travailler sur des sous-thématiques pour croiser les regards des personnes qui ont subi, malheureusement des professionnels qui ont subi ces accidents, voir ce qu'ils ont mis en place, voir si ça a bien fonctionné et diffuser, surtout diffuser toute cette information. Voilà. Et écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. De toute manière, les PowerPoints seront distribués, j'imagine. Donc, je préfère laisser la place aux collègues pour qu'on puisse échanger ensuite. Je vous remercie. Merci, Madame Nicolet. C'est juste pour rappeler que tous ces chiffres sortent des déclarations qui sont sur le portail et qui sont des déclarations volontaires avec le biais du volontariat. Voilà, ça ne peut pas être considéré comme des statistiques au niveau régional sur les événements indésirables. Voilà, c'est vraiment tout à fait. On sait bien que malheureusement, la déclaration, on est en sous-déclaration majeure des événements indésirables graves. Mais voilà, vous avez pu voir qu'il y avait une augmentation des déclarations d'une année sur l'autre. Donc, on est plutôt optimiste et je pense que notre politique de soutien et d'accompagnement des établissements, justement, va permettre ce travail, qui est un travail de fond et qui ne peut que servir aux professionnels et aux patients. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment identifier justement des EIGS? C'est une intervention du docteur Akinocho, qui est médecin épidémiologiste et biostatisticien, qui est chargé de mission actuellement au service démographie et études de l'ARS Île-de-France. Donc, je vous passe la parole. Vous voyez mon écran, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, l'écran et la voix. OK, donc comment identifier des événements indésirables graves? En chirurgie, c'est un peu compliqué, mais après une brève introduction sur la définition d'un EIG et son implication dans sa détection, nous allons revoir la règle d'or de la détection des EIG. Et avant de passer en revue les méthodes de détection des EIG qui sont les plus intéressantes et ce qui est retrouvé le plus dans la littérature. Alors, ce qu'il faut retenir dans la définition d'un EIG,
C'est son caractère inattendu au regard de l'état de santé de la pathologie de la personne et surtout les conséquences. Donc, soit le décès ou la mise en jeu de pronostic vital ou la survenue probable d'un déficit fonctionnel qui est permanent. En termes de détection, dès que le ratio des événements observés par rapport aux événements attendus est très élevé, on commence déjà par s'inquiéter. Voilà. OK. Donc, dès qu'un EIG est soupçonné, la confirmation passe forcément par un conseil médical. Ça, c'est vraiment une règle d'or parce qu'il est très difficile d'établir la causalité des événements indésirables. Du coup, le conseil se réunit pour savoir est-ce qu'il y a EIG ou il n'y a pas EIG. En termes de détection, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir quel type d'EIG on pourrait détecter systématiquement sans forcément passer par un jugement implicite d'un conseil médical. Du coup, c'est ce que nous allons voir ici dans une liste de 6 méthodes de détection des EIG les plus connues, les plus utilisées. Donc, il s'agit entre autres de la déclaration volontaire, de l'examen rétrospectif des dossiers des patients, de l'observation directe des soins aux patients, la surveillance clinique, l'utilisation des scores de prédiction des EIG et enfin l'analyse des bases de données disponibles. Je remercie Mme Nicolet qui nous a bien expliqué comment la déclaration se passe ici déjà. Et comme ce qu'on constate aussi, c'est que cette méthode, même si la réglementation implique une obligation de déclarer, tous les établissements ne déclarent pas. Et vous voyez cette illustration qui montre à peu près l'état des déclarations. Selon l'enquête nationale des événements indésirables, seulement 1,6%, donc une petite partie des EIG sont vraiment déclarés. Alors, il y a aussi l'examen rétrospectif des dossiers. C'est une méthode qui améliore la détection des EIG, qui est très sensible, très spécifique. L'inconvénient, c'est que si les dossiers sont mal renseignés, on ne peut pas. Et ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas le faire sur tout le monde. Et on ne peut que le faire sur un échantillon. L'observation des soins, c'est la méthode de référence de détection des EIG. Donc, l'enquêteur est là, il regarde avec son œil qui est avisé et s'il y a EIG, il sait ou pas. Et c'est la méthode qui est utilisée aussi dans l'enquête ENEIS. Donc, il y a un binôme d'enquêteurs, un médecin, un infirmier qui est formé et qui sont formés et qui passent à 3 reprises dans les unités pour voir s'il y a des EIG. C'est une très bonne méthode. L'inconvénient aussi, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça se fait sur une petite période et sur un petit échantillon aussi. Alors, la surveillance clinique, c'est vraiment la méthode la plus précise et la plus exacte aujourd'hui pour détecter les EIG. Alors, comment ça se fait? Cette méthode combine plusieurs outils. Donc, le premier outil, c'est d'abord le déclencheur. Le déclencheur est en place. Dès que c'est actionné, il y a un déclenchement. Et cela permet maintenant de cibler les dossiers à analyser. Dès qu'il y a EIG, alors, on propose des plans d'action. Alors, c'est quoi un déclencheur? Un déclencheur, c'est soit un thème spécifique, soit un événement dans un dossier médical qui nous permet de suspecter, voilà, un événement indésirable. Alors, l'avantage, c'est que c'est une méthode qui est très, très sensible, qui est spécifique et qui a de grands avantages en santé publique et qui permet aussi une évolution, surtout avec le dossier médical électronique, nos bases de données que nous avons. Donc, on peut facilement automatiser la mise en place des déclencheurs. Alors, l'inconvénient, c'est que justement, quand on parle du déclencheur, avec les disciplines chirurgicales que nous avons, il faut un travail préalable pour mettre en place ces déclencheurs. Alors, quelques travaux que nous avons récupérés, par exemple, au niveau de l'Institut de santé publique aux États-Unis, il y a déjà une liste de 27 déclencheurs, comme le changement dans la procédure opératoire, le changement de l'anesthésie,
une durée opératoire qui dépasse déjà les 6 heures, la consultation des urgences. Donc, il y a en chirurgie quand même, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs déclencheurs qui sont en place, qu'on peut aussi essayer de mettre en place pour alerter les équipes qui s'occupent de l'EIG dans chaque bloc. Il y a même une étude en chirurgie orthopédique au niveau ambulatoire qui a vérifié la valeur préventive positive, la valeur préventive positive de quelques déclencheurs comme l'utilisation des antibiotiques, tout ça. C'est une étude très intéressante. La référence sera à la fin des diapos que vous pouvez voir. Alors, l'autre méthode aussi, c'est l'utilisation des scores. Alors, il faut comprendre que l'utilisation des scores, on se base toujours sur les données disponibles et les données sur les EIG sont vraiment très rares, mais une étude très intéressante a montré qu'en combinant plusieurs scores, on peut facilement détecter les EIG avec une aire sous la courbe ROC qui dépasse déjà les 50%. Alors, l'avantage des scores, c'est que c'est très facile à utiliser. Vous voyez ici, on a 2 scores avec quelques paramètres. En termes de prévention, c'est très intéressant parce que ça indique à l'équipe chirurgicale, voilà les situations à risque où il y a une forte probabilité d'EIG. Donc, attention. Et même l'utilisation du score là aussi peut servir de déclencheur. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas encore assez de données pour prouver la validité de ces scores qui sont utilisés. Alors, en dernière position, je pense que c'est ce qui va intéresser plus, disons, les organismes de santé publique, c'est comment détecter les EIG dans de grandes bases de données comme SNDS, PMIC. Alors, il faut savoir que plusieurs sources de données sont disponibles et qui sont très intéressantes et des programmes informatiques sont disponibles aussi dans les autres pays pour détecter les EIG. Comme par exemple ce programme CSP créé depuis 1999 qui utilise les codes SIM9 pour dépister les EIG, testé sur des événements chirurgicaux. Donc, on a 73% d'événements qui ont pu être corroborés par l'examen des dossiers. Alors, l'autre programme qui est fréquemment à jour, c'est l'indicateur de sécurité des patients, PSI 90, qui améliore fortement la détection de l'EIG et avec une valeur prédictive positive qui va de 22% à 89%. Alors, toujours en matière de base de données, les inconvénients, c'est quand les dossiers sont mal renseignés et tous ces outils manquent de standardisation. Donc, parfois, ça dépend des bases de données des pays. Alors, ça, c'est l'exemple de l'indicateur de sécurité utilisé aux US. Et on voit ici que la description, ça ne porte pas sur l'ensemble vraiment des possibilités d'EIG. C'est spécifique à quelques pathologies, mais c'est déjà un bon début et qui a une très bonne sensibilité, donc de 31 à 68% en fonction des études et en fonction des données des pays. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que plusieurs outils sont en place pour détecter les EIG. Les plus intéressantes, c'est la surveillance clinique qui utilise vraiment un déclencheur. Si le déclencheur est automatique, c'est très intéressant. Et aussi l'analyse des bases de données qui sont disponibles. Alors, avant de passer la parole au modérateur, moi, j'ai 2 questions. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui utilisent les déclencheurs pour dépister les EIG? Sinon, est-ce que vous voulez mettre en place ces déclencheurs dans vos blocs opératoires? Alors, il se pourrait que l'ARS mette en place peut-être un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner les établissements qui sont intéressés. Je vous remercie. Merci beaucoup, El Muxitou. C'était vraiment intéressant. Ça nous donne des perspectives, différentes voies pour identifier justement des EIGS, notamment avec les déclencheurs, et aussi cette étude rétrospective qui serait vraiment intéressante. Et c'est vrai qu'il y a un travail au niveau d'établissement volontaire pour voir finalement combien d'EIG ne sont pas déclarés. Donc peut-être que des plans d'action un peu différents, plus larges, pourraient être mis en place.
Donc, c'est une proposition intéressante à réfléchir. Donc, je vais passer la parole à Isabelle Nicoulet pour introduire le docteur Olivier Unterreiner. Je suis très heureuse d'introduire le docteur Unterreiner, qui est donc anesthésiste réanimateur et gestionnaire de risque à l'Institut mutualiste Montsouris, parce que vous allez nous faire une présentation qui justement complète les deux premières, puisqu'on est sur la place de la pratique avec un retour d'expérience d'un établissement dans la déclaration et la gestion des EIGAS. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous présenter effectivement un retour d'expérience. C'est ce qu'on fait à l'IMM en pratico-pratique. Moi, j'ai effectivement la double casquette, c'est que je passe la moitié de mon temps au bloc opératoire comme anesthésiste et l'autre moitié de mon temps en gestion de risque au département qualité. Ça me permet d'avoir un peu les deux visions. Donc, le plan de la présentation, je vais vous présenter rapidement l'établissement pour que vous ayez une idée de la volumétrie de l'établissement, ce qui vous donnera une cohérence avec les chiffres que je vous annonçais. Vous montrer comment on évaluait, nous, notre nombre d'événements indésirables graves théoriques, comment on fonctionne depuis la déclaration jusqu'à l'analyse et comment on suit nos plans d'action, de manière très briève au moins sur la volumétrie, et aussi notre dynamique de déclaration à l'ARS qui a évolué sur les dernières années. Donc, l'IMM, c'est un EXPIC, donc un établissement privé à but non lucratif. On a 480 lits, 63 places en soins critiques. On a des places d'HGJ, de la chimiothérapie. On a 21 salles d'intervention, des salles d'endoscopie, de radio-interventionnelle, 13 postes de dialyse. Donc, on a quand même eu pas mal de spécialités et des gros blocs techniques. On a 5 pôles principaux d'activité. Le cardiovasculaire, chirurgie cardiaque, interventionnelle, rythmologie, chirurgie vasculaire. Tout ça, ça crée pas mal d'événements indésirables. La prise en charge du cancer, activité d'oncologie, mais aussi de chirurgie du cancer en orthopédie, en urologie, en gynéco, en thoracique, en digestif. On voit donc qu'il y a énormément de spécialités chirurgicales qui sont représentées dans notre bloc opératoire. Bien sûr, des prises en charge fonctionnelles également d'orthopédie, de rhumato, de diabéto, de médecine interne, d'ophtalmo, une maternité, de la PMA et de la psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte. Donc, on a un panel très large de spécialités. On a décidé de quantifier nos déclarations, de voir si on déclarait beaucoup ou pas. Et pour ça, il a bien fallu voir à quoi on se comparait. Donc, notre idée était de construire un taux de déclaration d'événements indésirables graves par service. On s'est dit qu'on allait comparer ce qu'on mesure vraiment, la déclaration des services dans nos bases de données, et la littérature. Alors, la littérature, après avoir fait un rapide tour, on a estimé que les études ENEIS étaient les mieux placées pour correspondre à notre activité parce qu'elles évaluaient une incidence théorique par 1000 journées d'hospitalisation. C'est facile d'avoir le nombre de journées d'hospitalisation. C'est des études françaises, donc on se compare effectivement à une base nationale. Les chiffres que je vais vous présenter étaient surtout basés sur les deux premières études ENEIS. L'ENEIS 3 n'était pas encore sorti. C'est sûrement à réactualiser avec ces chiffres. Donc là, c'est un tableau, il est un peu long parce qu'on a représenté tous les services, mais si on s'intéresse par exemple, c'était l'année 2021, 2022, on n'a pas encore eu le temps de faire les chiffres. La première ligne, la chirurgie cardiaque, la première colonne, c'est le nombre d'événements indésirables graves déclarés. Donc déclarés en interne dans l'établissement, on a 29 événements indésirables graves. À côté, on a le nombre de journées d'hospitalisation en 2021, ce qui nous donne, dans la case d'à côté, une incidence réelle d'événements indésirables graves pour 1000 journées d'hospitalisation. Ça, c'est ce qui était déclaré à l'IMM. Les deux cases suivantes, c'est la théorie. Donc, dans l'étude ENEIS, principalement 2, c'était 12,6 événements indésirables graves pour 1000 journées d'hospitalisation, ce qui veut dire qu'avec la volumétrie d'activité qu'on a, on aurait dû avoir 79 déclarations. Or, on n'en a eu que 29, qui nous amène à la dernière case, qui est le taux de déclaration à peu près à 37%. Ça reste des chiffres théoriques, il y a beaucoup d'approximations, toutes les spécialités pas représentées, mais ça nous donne au moins une idée de la volumétrie, ça nous permet de suivre surtout dans le temps cet indicateur. Au global, on a une sous-déclaration, on n'est pas très surpris, tout le temps une sous-déclaration, mais on a quand même un quart des EIGAS théoriques qui sont déclarés à l'IMM. Dans l'étude ENEIS 3, c'est 17%, donc on fait un petit peu mieux en 2021. On a décidé de créer cet indicateur interne sur plusieurs années et de le suivre pour voir si nos démarches d'acculturation de qualité et gestion de risque permettaient d'augmenter le taux de déclaration. Comment on organise chez nous les RMM et les CREX? Alors, on le fait suite principalement aux fiches d'événements indésirables. C'est quelque chose qui fonctionne très bien dans notre établissement. On a mis des années à mettre en place, mais maintenant tout le monde déclare beaucoup de fiches d'événements indésirables. Soit le rédacteur demande un CREX sur RMM, par principe, on réalise toujours cette analyse,
soit l'équipe gestion de risque, je vous expliquerai après comment on s'organise, sur ce qui est écrit dans ces fiches d'événements désirables, on décide nous-mêmes de déclencher un CREX ou une RMM. Ça peut être aussi à la demande d'un personnel, un mail, un coup de téléphone ou à l'oral. Et dans ce cas-là, on demande à ce qu'il soit fait une fiche d'événements désirables grave, ce qui est souvent le cas. Et puis, ça peut être bien sûr à l'initiative des services cliniques, comme ça s'est toujours fait dans tous les services cliniques, des organisations de RMM de service, et ça, c'est très bien, et on pousse vraiment à ça. Notre équipe gestion de risque, ça aussi, c'est pour vous donner une idée de comment on fonctionne, c'est 4 personnes. Ça ne représente pas 4 personnes à temps plein. Hein. Moi, je ne suis pas à temps plein, mes collègues ne sont pas à temps plein sur ce type d'activité. On a estimé, c'est à la louche, que ça fait 1,5 équivalent temps plein pour l'établissement. Il y a une RAC qui fait principalement la gestion des fiches d'événements indésirables standards dans le logiciel. Il y a une IBOD qui fait principalement ce qui est CREX, un anesthésiste qui est le coordinateur de la gestion des risques qui est moi-même, qui fait principalement les RMM, et puis la directrice du département qualité qui nous aide dans les arbitrages complexes. On ne vous cache pas que des fois, il y a des sous-couches politiques et qu'il faut aussi faire avancer les choses et ne pas être bloquant. On a une réunion hebdomadaire, donc cette équipe gestion de risque, pas forcément avec la directrice, mais en tout cas les 3 autres personnes, où on arbitre les fiches d'événements indésirables pour savoir, quand c'est complexe, à qui on les adresse comme pilote. Est-ce qu'on fait CREX ou RMM? Donc, on interagit à 3 là-dessus. Et aussi pour suivre les actions des anciens CREX et des anciens RMM. L'objectif, c'est d'augmenter la pertinence des réponses aux acteurs de soins. Pendant longtemps, on a entendu les gens ont fait des fiches d'événements et on n'a pas de réponse. Donc, ça, on ne veut plus l'entendre, ce qui veut dire qu'on fait systématiquement une réponse. Et ou on l'adresse à un pilote et on suit pour qu'il y ait une réponse. Ça nous a beaucoup amélioré notre déclaration. On n'entend plus dire ça. Et une harmonisation de nos modes de gestion. C'est vrai que quand on réfléchit à 3, ça nous permet d'être plus cohérent, plus harmonieux, plutôt que d'avoir l'avis d'une seule personne. Les critères pour réaliser une analyse, c'est évidemment quand c'est un EIGS avec un préjudice patient, là on fait une RMM bien sûr, c'est décès, séquelles, mise en jeu du pronostic vital. C'est aussi les événements porteurs de risque, un événement qui aurait pu, s'il n'avait pas été arrêté, causer un préjudice. À ce moment-là, c'est plutôt un CREX. Ça peut être quand ça porte sur des thématiques organisationnelles, c'est aussi un CREX. Ou quand on veut mutualiser plusieurs événements indésirables. Et bien sûr, il y a les événements récurrents. L'avantage de voir passer toutes les fiches d'événements indésirables, on les voit tous les 3 passer toutes les fiches. Quand on voit un élément qui vient de manière récurrente, même s'il n'est pas grave, on en discute ensemble et on rassemble ces éléments pour en faire une analyse. La volumétrie d'analyse sur l'établissement, c'est 60 analyses en 2022. Il y a eu 23 CREX, 37 RMM, dont 12 RMM réalisés en autonomie par les départements. On a un référent RMM par département et on les rencontre régulièrement et ils font ça en lien avec nous, mais ils organisent de manière autonome. Vous avez un petit descriptif de l'ensemble des départements et du nombre de RMM. Ça nous permet aussi de suivre et d'aller voir ceux qui en font le moins. Nous, on a piloté à la direction de qualité risque 48 analyses d'événements indésirables pour les CREX RMM. Là, c'est notre expérience, ça n'engage que nous, mais c'est le temps qu'on met pour faire une analyse du CREX RMM. C'est une préparation de réunion. Ça peut prendre 2 à 3 heures selon la complexité des cas. Il faut aller voir la LDL, il faut aller voir les notes médicales, il faut aller voir les prescriptions. Parce que quand on fait cette analyse, on ne va pas juste sur l'événement indésirable, on va voir tout l'ensemble du dossier. Comme ça, s'il y a une mauvaise traçabilité qui n'a rien à voir, on en profite pour mettre à jour. C'est comme un mini-audit de dossier. Il y a des recueils de témoignages, souvent. Il y a des équipes de jour, des équipes de nuit, tout le monde ne sera pas présent. Et il y a une recherche bibliographique, mais surtout documentaire. Allez voir dans notre base de données si on a les bons protocoles, s'ils existent, s'ils sont à jour. Ensuite, on fait la réunion, c'est 1 heure, jamais plus d'1 heure. Après 1 heure, on perd les acteurs, les discussions sont souvent peu pertinentes. Et en 1 heure, on arrive toujours à boucler nos analyses. Sinon, c'est qu'il y a besoin d'une deuxième réunion sur une autre thématique. Et puis après, il y a la gestion du compte-rendu qui prend aussi du temps, entre 2 et 4 heures, parce qu'il faut déjà remettre au propre les synthèses discussions, rechercher des événements, des choses complémentaires, remplir nos fichiers d'Excel de suivi et éventuellement une déclaration à l'ARS si c'est un EIGS, ce qui fait entre 5 et 8 heures de travail cumulé pour une analyse. Le projet en 2023, c'est d'introduire en plus des patients victimes ou des patients experts dans les RMM. C'est en cours, c'est en réflexion, c'est encore l'étape d'après. Ça va nous rajouter probablement encore du temps de gestion, mais le bénéfice est sûrement très bon à prendre. Le suivi des actions, c'est primordial. Ça fait quelques années que je fais ça. Inexorablement, quand une action d'amélioration n'est pas faite, l'événement indésirable revient. Alors, c'est un bon élément pour faire avancer les gens en disant il y a 6 mois, vous avez eu un événement indésirable grave, 6 mois après, vous n'avez pas fait l'action, il revient. Et ça, inexorable. Le suivi des actions des CREX RMM, ça permet aux pilotes de processus d'alimenter leur plan qualité. Donc, on interagit aussi avec tous les pilotes processus via le département qualité et gestion risque pour
que ces actions intègrent ces plans-là et qu'ils soient suivis. Et enfin, l'équipe gestion de risque a un suivi régulier des tableaux des actions et on relance les pilotes des actions quand elles ne sont pas faites. Voilà la volumétrie et l'avancement des actions sur les 2 dernières années. Donc, en 2021, on avait 60 actions. Ça, c'est les actions issues des CREX RMM. Les vraies actions. Il y a des petites actionnettes, des rappels aux équipes. Ce n'est pas les actions. Les actions, c'est création de protocole, c'est mise en place d'une procédure, c'est des vraies actions concrètes. Il y en avait, le point a été fait en février 2023, quand début d'année. Il y avait 60% qui étaient réalisés, une partie qui était en cours, encore 15% pour l'année 2021, certains en initiés. En 2022, il n'y en a que 22% réalisés parce qu'elles venaient d'avoir lieu et que ça prend souvent un peu plus que quelques mois pour les mettre en place. Et on a bon espoir qu'on arrivera aussi autour de 60% à la fin d'année. Associé à ça, il y a la dynamique de déclaration à l'ARS. Donc, nous, on a évolué sur quelques années. Ce que vous allez entendre, c'est notre pratique. C'est le CGRAS qui fait cette déclaration. En 2020, on a fait 4 déclarations. L'idée, c'était qu'il faut déclarer au moins quelques cas. Grosso modo, tout le monde déclare, il faut qu'on le fasse, on va le faire. En 2021, on a fait 7 déclarations. L'idée, c'était il faut déclarer plus qu'en 2020. Bon, OK. En 2023, on s'est dit, on va essayer de faire mieux quand même. En 2023, on a fait 22, on a fait 23 déclarations. C'est-à-dire qu'on a déclaré tous les événements indésirables graves qui ont été analysés par la DRCQR. Donc, toutes les RMM réalisées par la DRCQR. Et en 2023, on s'est dit qu'on va aller encore un peu au-delà, on gagne en maturité. On va déclarer tous les événements indésirables graves analysés, mais pas que par la DRCQR, par les services cliniques également. Et en plus, on va essayer de le faire plus rapidement. Ce qui fait que là, à la fin du mois, on a déjà 20 déclarations de fait à l'ARS sur nos EIG. Donc, presque autant qu'en 2022, donc on a bon espoir que ça continue sur cette dynamique. Pas les EIG, mais les déclarations. Le problème, c'est le délai de la déclaration. On fonctionne avec une sous-commission de la CME qui regarde les EIG une fois qu'ils sont analysés. Donc, il y a un délai entre l'EIG et son analyse. On n'analyse pas toujours dans l'immédiat. Ensuite, il y a un délai entre la réalisation de la liste et le passage en commission, puis après, le passage en commission à la déclaration. Ce qui fait que souvent, il y a plusieurs mois entre l'EIG et la déclaration à l'ARS. Donc, on a dit qu'on allait essayer de s'améliorer, encore une fois. Donc, on a changé de politique sur le délai. En 2020, on avait tout déclaré à la fin de l'année, une fois. Donc là, je ne vous parle pas des délais. En 2021, on s'est dit on va faire mieux. On a fait 2 commissions pour déclarer 2 fois. On a diminué le délai par 2, mais on restait encore sur un certain nombre de mois. En 2022, on s'est dit on va faire 4 commissions. On a fait 4 commissions. On ne va pas aller au-delà de 4 commissions, ce n'est pas raisonnable, on n'arrivera pas à garder les acteurs. Donc, en 2023, on s'est dit on va déclarer le volet 1 dès que l'analyse est faite. Donc, plus tôt, et le volet 2 sera déclaré après le passage en commission. Donc, on va encore gagner du temps. L'avenir, ce serait la déclaration dès la connaissance de l'EIGRS. Oui, ça, c'est la théorie, c'est ce que je vais vous montrer après. On fait aussi des déclarations en urgence. J'appelle déclaration en urgence une déclaration qui est faite sans analyse, sans demander à la commission CME, sans discussion, de la part de l'équipe gestion de risque et de la direction. En 2022, ça a concerné 2 cas, une défenestration. Bon, ça ne posait pas trop de sujets sur le fait qu'il fallait faire vite. Le décès d'une patiente dans les suites de son accouchement, c'est aussi assez peu classique, donc on l'a fait. En 2023, on a déjà eu 2 déclarations de ce type, le décès d'un enfant à la naissance, sur une rupture utérine, et le suicide d'un patient. Donc ça, ces déclarations sont faites immédiatement. On informe la commission CME puisqu'ils sont dans la boucle, et après, il y a analyse et ça passe par le circuit habituel. La déclaration sans délai pour tous les EIG. C'est un vrai débat, c'est une vraie question. C'est une obligation, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on doit faire, d'accord. Plusieurs choses à ça. C'est parfois difficile de savoir si un EIG est vraiment grave ou si c'est simple un événement indésirable sans l'avoir analysé. D'autre part, si vous faites un volet 1, donc une déclaration, et que l'analyse n'est pas réalisée parce que la RMM, le CREX n'est pas fait, parce que vous n'avez pas le temps, parce que les acteurs ne sont pas disponibles, ben on se retrouve en difficulté, puisqu'on a fait un volet 1, on n'a pas le volet 2, on ne peut pas continuer la déclaration. Et si jamais on fait un volet 2 avec un plan d'action et que le plan d'action n'est pas réalisé parce que tout n'est pas forcément à votre main sur les actions, on se retrouve aussi en difficulté quand on nous demande des comptes sur le plan d'action. Donc, ce n'est pas si simple que ça. D'autre part, la gestion prend du temps. Le volet 1, 5 à 10 minutes de rédaction. Après, l'analyse, évidemment, comme je vous disais, 5 à 8 heures, c'est variable. Et la rédaction du volet 2, un petit peu plus long, parce qu'il faut quand même réfléchir à comment on rentre les choses, les actions, c'est un petit peu plus long. Et parfois, on doit répondre aux sollicitations de l'ARS sur le plan d'action qui nous demande qu'avez-vous mis en place, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que les protocoles ont été faits. Et enfin, le dernier élément, c'est la volumétrie.
On a estimé dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le petit chiffre en rouge, mais là, le tableau est un peu petit, on a estimé à 600 événements indésirables graves annuels à l'IMM. Si on compte 20 minutes pour les déclarer à l'ARS, ça fait déjà 200 heures de travail rien que pour la déclaration à l'ARS. Et si on compte 5 à 6 heures d'analyse, c'est 3000 à 4800 heures d'analyse. C'est absolument colossal. On ne peut pas analyser 600 événements indésirables graves. Là, je vous ai fait un petit comparatif entre l'IMM en 2022, donc ça, c'est les chiffres 2022, et l'étude ENEIS 3. Donc, en théorie, on devrait avoir 600 événements indésirables graves à l'IMM. L'étude ENEIS, sur ces mesures, a mesuré 123 sur son panel. Nous avons dans notre déclaration interne 296 déclarations d'événements indésirables graves, ce qui veut dire qu'on a quand même 49%, quasiment 50% des événements indésirables sont déclarés en interne. Donc ça, c'est le fruit d'un travail colossal depuis des années et on est très content que ça paye. On voit que dans l'étude ENEIS 3, on est à 17% dans les gestions internes, donc on arrive à faire mieux que le national. Pour les événements indésirables graves, de la définition de 2016, qui est plus restrictive que les événements simplement graves, on en avait 93 chez nous, et on a déclaré 23. Donc, on a déclaré 24%, 1 sur 4. Donc, c'est pas mal. Avec la dynamique qu'on a cette année, probablement qu'on va monter bien au-delà, puisqu'on a déjà presque ce chiffre-là. On voit que dans l'étude ENEIS, c'était 1,6%. En fait, c'était 1. Voilà, statistiquement, la significativité de 1 sur 61, ça aurait très bien pu être 1 sur 120 ou sur 200. C'était très peu. Donc, à l'IMM, 1 sur 2 événements indésirables graves est déclaré en interne et 1 sur 4 qui est grave, définition ARS, est déclaré à l'ARS. Je vois qu'il n'y a qu'une seule question pour l'instant. Il y a 3 questions. 3 questions, oui, pardon. Docteur Philippe, un petit mot ou c'est… Non, non, à ce moment-là, vous pouvez passer la parole à François Baudin, présenter François Baudin à chaque fois. Je reprends ma casquette de Monsieur Loyal, et puis j'ai le plaisir cette fois-ci de présenter le docteur Baudin, qui est médecin anesthésiste à Cochin et aussi coordonnateur de la gestion des risques. Il va évoquer avec nous les principales difficultés rencontrées par les établissements de santé dans les suites de l'analyse des événements indésirables qui se font au cours des RMM, c'est-à-dire non pas l'élaboration des plans d'action, mais leur mise en œuvre et leur suivi. Voilà, il va partager avec nous les points de vigilance nécessaires pour garantir la réalisation avec le maximum de chances de réussir. Voilà, je vous donne la parole, docteur Baudin. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon panorama. Voilà, donc mon exposé ne va pas cibler spécifiquement la chirurgie ou l'anesthésie, mais bien sûr, pour avoir des données intéressantes à discuter, il faut s'intéresser à tous les événements graves comme ce qui a été fait dans l'exposé précédent. Et il n'y a pas de données spécifiques sur ces difficultés à mettre en œuvre les plans d'action dans le contexte chirurgical ou anesthésique. Alors, on a déjà beaucoup parlé du processus de signalement, de gestion des événements indésirables, et on a finalement centré beaucoup les actions sur les difficultés déjà d'obtenir un taux de signalement et de déclaration satisfaisant, parce qu'on a vu que tout découlait finalement de ça. Donc, le processus rapide, vous voyez que je vous ai mis là concernant tous les acteurs, toutes les nécessités d'encadrement, de référents, de travail en équipe, de support méthodologique, de temps dédié et de rédaction. Là, ça a bien été montré à l'exposé précédent, le temps nécessaire et le poids de toutes ces actions. Et finalement, les plans d'action en eux-mêmes et leur mise en œuvre, on voit que ça peut être mesuré, ça a été aussi montré précédemment. Mais la suite est beaucoup plus difficile à analyser la mise en œuvre va généralement de pair avec un suivi des actions aussi en théorie. C'est-à-dire que ça ne sert à rien tellement de parler de mise en œuvre si derrière on ne voit pas tellement l'impact. Et ça, on va voir que c'est assez compliqué et ça a aussi un impact en termes de nécessaire temps dédié, de temporalité et d'acteurs qui n'est pas négligeable. Alors, pour remettre un peu en perspective, les plans d'action finalement découlent de tout ce qu'on a vu et de la qualité de l'analyse. Et il y a des données là qui ont été intéressantes, qui ont été publiées lors du dernier rapport de la HAS, qui est le rapport
est donné tous les automnes, et le dernier donc, de novembre 2022 a bien mis en évidence les données sur ce diagramme qui montrent que la qualité évaluée des analyses est à peu près à 50%, même si les choses s'améliorent. Les volets 2 par des experts sont qualifiés de qualité faible dans 50% des cas. Et donc, si l'analyse a une qualité faible, on peut penser que la mise en œuvre derrière ne doit pas non plus être très bonne. Alors, pourquoi est-ce qu'éventuellement il y a des freins à cette mise en œuvre des plans d'action? Déjà, c'est tous les freins qu'on a vus au signalement, à la gestion, à l'analyse, à la mise en place des RMM. Et quand il y a des enquêtes qui sont faites, en fait, on retrouve souvent un manque d'intérêt perçu par les soignants. Aussi le fait que les actions qui ont été mises en place immédiatement, parce qu'en fait, les soignants ne restent pas inactifs quand il y a un événement indésirable a eu lieu, mais ces actions mises en place immédiatement semblent suffire. Il y a le problème du temps dédié. Et puis finalement, le maximum de l'énergie dans la gestion de la qualité et de la sécurité des soins à l'hôpital est encore quand même beaucoup centré sur le signalement, puisque tout part de là, on l'a bien vu. Une fois qu'un plan d'action éventuellement est mis en place, l'objectif, c'est de mesurer l'impact de ce plan d'action. Et pour mesurer l'impact, on peut se servir de plusieurs outils simples, parce qu'on ne va pas partir dans des choses compliquées. Il y a d'abord le fait que ce plan d'action existe dans le PACS du service, dans le PACS de l'établissement, si c'est quelque chose d'important à faire apparaître en transversal, dans la feuille de route qualité éventuellement du service aussi, qui a une mise en œuvre. Donc ça, on voit que ça peut être mesuré comme on l'a vu dans l'exposé précédent. Et puis après, on peut évaluer la récurrence. Donc là, c'est possible dans certains types d'événements indésirables, comme les chutes, qui sont très fréquentes, et où on peut éventuellement voir si les actions vont permettre une diminution de ce risque. Mais c'est pour beaucoup d'événements indésirables graves, ponctuels, multifactoriels, assez difficiles à analyser. Et puis après, globalement, la mise en œuvre des plans d'action va avoir un impact théorique sur la culture qualité-sécurité des équipes et de l'hôpital, mais ça, c'est encore plus difficile à analyser, parce que c'est très multifactoriel, et puis ça demande un délai d'évaluation important. Mais l'objectif final, c'est aussi ça, c'est d'améliorer la culture qualité-sécurité dans l'établissement de tous les soignants. Alors, un autre moyen aussi d'évaluer finalement la mise en œuvre, c'est de voir quels sont les facteurs contributifs à la non-mise en œuvre ou à la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, qu'est-ce qui aboutit à une meilleure efficience? Alors, on a fait donc à l'hôpital Cochin une étude sur les événements indésirables graves qu'on avait entre 2017 et 2020. On a eu 70 événements indésirables graves qui ont généré 145 plans d'action. Le pilotage à ce moment-là était un pilotage standard par le Coviris, donc avec des réunions pluriannuelles, mais pas très fréquentes, et puis un groupe de travail qui s'appelait le Bureau études analyses, le BEA, et qui pouvait se réunir plus souvent et puis avoir une réactivité, mais pas finalement un objectif de suivi des plans d'action très défini. Et donc, il y avait aussi dans cette étude la difficulté à pouvoir analyser les plans d'action de façon homogène, parce que d'une équipe à l'autre, d'un compte-rendu à l'autre, il y a eu aussi une modification dans les personnes qui étaient impliquées dans la gestion des plans d'action. On a changé de SEGRA, etc. Donc, c'est difficile de comparer de façon dans le temps, de façon prolongée, des plans d'action qui sont écrits différemment, avec parfois une multiplication des actions qui pourraient être réunies, qui sont traitées différemment quelques années plus tard. Donc, après ce travail un petit peu de réécriture, on a fait une évaluation qui aboutit finalement au même résultat que dans ce qu'on a vu précédemment, dans l'évaluation vue précédemment, où on a environ 65% des plans d'action qui sont faits et partiellement faits, c'est-à-dire que quand on n'atteint pas 80% des actions, on a dit que le plan d'action n'était pas entièrement réalisé et on atteint 14,5%. Et au total, ça fait presque 80% qui ont des actions qui sont réalisées ou partiellement réalisées. Et voilà, il y a des actions qui sont abandonnées et puis d'autres qui sont en cours dans ce travail qui était fait un peu à distance de la fin de l'année 2020. Et donc, on voit déjà que dans les déclarations, nous, on a eu 67% dans ces EIG qui ont été signalés à l'ARS. Les autres ont été signalés à d'autres agences parce que finalement, il n'y avait pas un intérêt énorme à faire une analyse approfondie sur un événement indésirable qui était assez ponctuel avec un plan d'action unique qui était réalisé immédiatement. Et il y a d'autres actions qui sont signalées dans l'institution, à la PHP,
mais qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'elles sont connues de façon extrêmement tardive, ou que la gravité n'atteint pas réellement le seuil de gravité de signalement à l'ARS, mais quand même avec un caractère sensible qui nécessite un signalement dans l'institution, on a certains événements qui ne remontent pas à l'ARS. Alors, le résultat, c'est que quand on a essayé de voir ce qui nous intéressait, s'il y avait des facteurs contributifs finalement statistiquement significatifs, hein, là on a essayé de faire une analyse assez précise, et bien on a trouvé que dans les 23 plans d'action donc, qui n'avaient pas été mis en œuvre du tout, finalement, s'il y avait trop d'actions, mais ça, on enfonce déjà un petit peu les portes ouvertes, mais quand il y a trop d'actions après l'analyse, c'est un facteur contributif à ce que toutes ne soient pas mises en place, en œuvre, que le signalement sur le portail de l'ARS était un facteur contributif de non-mise en œuvre. Et ça a commencé à nous intéresser. Et on a croisé ça avec le fait que c'était des analyses qui étaient souvent faites dans le cadre de ce groupe de travail, du bureau études d'analyse, et qui, bien sûr, après, étaient partagées avec retour d'expérience, mais que finalement, les analyses d'événements graves signalés, pris en main par les gestionnaires de risque, le SEGRA et la DSAP, la direction des soins, donc un trépied soignants médicaux, paramédicaux et gestionnaires de risque, quand les plans d'action étaient construits, même s'ils étaient partagés, échangés à la fin, finalement, c'est des facteurs de non-mise en œuvre. Et parmi les facteurs de mise en œuvre, il y avait tout ce qui était autre que des défauts de prise en charge. Donc déjà, un EIG suite à un problème de prise en charge complexe, ça aboutit à des difficultés à la mise en œuvre d'un plan d'action. L'analyse en RMM était-elle contributive d'une bonne mise en œuvre, d'une meilleure mise en œuvre, hein, et donc quand les soignants s'approprient l'analyse et les plans d'action, ça fonctionne. Et puis, alors quand le principal plan d'action est finalement l'information, les recommandations et un retour d'expérience du service, c'est aussi plus facile à mettre en œuvre et ça aboutit à un meilleur résultat. Voilà. Et quand l'encadrement, alors là, on enfonce totalement la porte, mais quand l'encadrement est vraiment impliqué, c'est le chef de service, l'encadrement paramédical, à ce moment-là, tous les plans d'action sont mis en œuvre, et c'est l'inverse quand il y a une mauvaise implication. Alors, nos conclusions, c'était l'implication nécessaire des soignants médicaux, paramédicaux dès l'élaboration du plan d'action. C'était l'implication aussi de la gouvernance de l'hôpital, du service et de l'hôpital, les deux. Et il fallait mettre en place, en fait, une politique visant à favoriser la réalisation des RMM et donc à être en support des équipes pour aboutir à ce qu'il y ait un maximum d'événements analysés en RMM. Et donc, toutes ces actions peuvent être conduites au niveau, certes, de référents de service qui sont indispensables. Donc, il faut qu'il y ait un référent médical et paramédical dans chaque service. On peut se servir du levier du pôle, parce qu'il y a des référents aussi de pôle qualité qui peuvent aider. Il y a maintenant tout un tas d'actions conduites dans le GH en préparation aux visites de certification qui sont aussi des bons outils. C'est la réalisation de parcours traceurs et de traceurs ciblés sur les événements indésirables graves, sur les événements indésirables associés aux soins. Et puis tout un tas d'actions institutionnelles, bien sûr, qui nous aident, que ce soit les outils de la HAS, des outils qui sont souvent ciblés sur des risques particuliers, le médicament, les hémorragies du postpartum, les chutes, etc. On les connaît bien. Il y a les outils aussi institutionnels. À la PHP, on a une direction au siège qui nous fournit des tas d'outils, des recommandations, des vidéos. Et puis, tout ce qui est, bien sûr, visite de certification, accréditation, on en reparlera plus loin, mais qui sont aussi qui mobilisent bien les équipes. Alors, j'ai essayé de rechercher dans la littérature qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme conseil pour la réalisation, pour la construction des plans d'action. Et il n'y a pas grand-chose, et on retrouve surtout des choses dans l'industrie, et en particulier dans l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Il y a ces conseils, et finalement, voilà, c'est des choses qui sont vraiment utiles à relire et à se rappeler régulièrement parce que voilà, on met l'accent sur la mise en œuvre de techniques d'organisation qui prennent bien en compte les procédures, les processus locaux, avec une analyse complète. Donc, on confère les résultats de la HAS sur leur bilan annuel en faisant participer les opérateurs. Donc, on retombe bien sur les mêmes notions pour s'assurer de la faisabilité, de l'acceptabilité. Et puis, il y a des pratiques à dépasser, donc finalement des choses qui finalement ne fonctionnent pas pour l'industrie. C'est le rappel des procédures, c'est la formation, et c'est les nouvelles procédures qui vont complexifier. Donc, c'est vrai que quand on aboutit dans un plan d'action à
Alors, faire une procédure, à se dire, il faut la mettre à jour, il faut faire une procédure, puis on va former, finalement, ce n'est pas des choses qui, au niveau de l'industrie, sont considérées comme bien fonctionner. Et puis, généraliser sans pertinence, ce n'est pas non plus quelque chose qui est utile. Les recommandations concernant le suivi, c'est le pilotage. Voilà. Donc, il faut une instance de pilotage et c'est finalement d'accompagner les acteurs de terrain, ce qui peut fonctionner, qui peut éviter ce qui est l'abandon, ce qui est l'inexistence de la mise en œuvre. Et puis après, si on veut évaluer l'efficacité des mesures, donc ça c'est encore plus compliqué, suivre l'impact, donc refaire des règles avec des jalons à distance. Et finalement, notre problème à nous, c'est probablement pas celui de l'industrie, parce que leur problème principal, c'est finalement la mise en œuvre d'actions qui vont avoir des impacts non anticipés. Donc nous, on n'est probablement pas en médecine dans ce contexte-là. Alors, le pilotage de l'établissement, finalement, je vous ai rappelé le pilotage classique qu'on retrouve un petit peu partout, avec, comme il a été décrit précédemment, l'analyse en CREX ou en RMM, et puis la remontée progressive vers les différentes instances dans lesquelles ces événements sont débriefés, sont rapportés, avec au final les bilans en CMEL. Et là, encore une fois, la commission des usagers est très impliqué et les représentants des usagers participent beaucoup à une vision, à leur vision, à apporter leur vision dans la façon dont on gère ces événements. Mais ce qui est important et ce qui est existé à l'IMM, et puisque nous, on a finalement appuyé et transformé, on a transformé nos réunions de BEA en un comité de suivi des EIG avec une implication plus importante de la direction, et qui finalement, notre objectif était donc d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de nos plans d'action. Alors, les actions institutionnelles dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est l'ARS qui, subjectivement, interagit beaucoup plus qu'avant, reste depuis quelques années avec nous et nous aiguillonne un peu plus dans le suivi des plans d'action. Il y a tout ce qui est accréditation des médecins en équipe, où on a une accréditation qui a été obtenue pour l'Institut du cancer par l'EECI, et qui sont vraiment des aiguillons aussi intéressants. Alors, l'accréditation dans les hôpitaux publics des médecins et des équipes, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très, très bien, mais l'accréditation européenne, Institut du cancer, c'est par contre un aiguillon assez efficace. Et puis, bien sûr, la certification HAS d'établissement de santé. Et puis, je voulais citer aussi le problème de responsabilité, de réclamation, parce que c'est un facteur important qu'il faut rappeler aux équipes, c'est que si on ne remplit pas ces obligations, ça peut avoir un impact, pas forcément personnel, mais en tout cas sur l'institution, de ne pas avoir traité efficacement et correctement un EIG. C'est quelque chose qui peut être reproché après lors de suites juridiques. Voilà, donc un rappel de la certification HAS et des attendus. On n'en a pas encore parlé, donc finalement, c'est quelque chose qui peut être intéressant à rappeler à tout le monde. Donc, il y a le critère, dans les critères 3, c'est-à-dire ce qui revient à l'établissement, malgré tout, la vérification que les équipes mettent en œuvre un plan d'action et que ce plan d'action est suivi. Et la gouvernance est impliquée là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est vérifié par les experts visiteurs. Et puis, dans les critères 2, c'est-à-dire ce qui revient au fonctionnement de l'équipe, évaluer la maîtrise du risque, les équipes améliorent leurs pratiques en analysant les événements, et c'est un critère impératif. C'est-à-dire que c'est clairement un critère sur les événements indésirables associés aux soins et les presque accidents, qui est regardé de façon extrêmement précise avec des critères plus exigeants lors des visites de certification. Et donc, c'est analyser lors d'audits traceur par patient traceur, est-ce que le patient a été informé de tout ça, des parcours traceurs où on voit là réellement dans l'équipe comment c'est analysé, et des traceurs ciblés. Et donc, vous voyez, les attendus, on retrouve un document pour les actions qui précise les modalités de mise en œuvre et les actions définies, etc. Et puis après, le plan d'action est suivi, et on retrouve un plan d'action suivi, un bilan des actions menées à minima et éventuellement sur une mesure d'impact, etc. Donc, vous voyez que c'est des choses sur lesquelles on est quand même assez motivé à progresser. Et voilà, et je voulais conclure finalement avec cette pensée de Goethe qui résume assez bien le résultat de nos analyses. C'est que penser est facile, agir est difficile, mais agir en accord avec les pensées d'un autre est plus difficile que tout. Donc, vraiment faire participer les acteurs de terrain à la construction de leur plan d'action. Voilà, je vous remercie.
Merci de cette présentation très claire, complète, et qui va souligner les conditions dans lesquelles un plan d'action doit être mis en place, avec parfois un certain nombre de difficultés, comme vous l'avez souligné. Une contrainte, parce que maintenant on évite des certifications, c'est une obligation, et donc c'est une bonne chose. C'était vraiment très intéressant. Je pense je vois qu'il y a les questions qui s'accumulent dans le petit encart discussion. Donc, très bien. On gardera du temps pour les discussions tout à l'heure. Donc, j'ai la chance de présenter le docteur Hervé Montec, qui est chef de projet scientifique, service évaluation outils pour la qualité et la sécurité des soins à l'HAS, et qui va nous parler du rôle des indicateurs de vigilance de la sécurité et la qualité des soins dispensés aux patients. Donc, peut-être un autre indicateur de qualité des soins prévisionnel, préalable. Merci d'avance. Eh bien, merci. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bon, mon intervention va porter sur un autre dispositif d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, que sont les indicateurs de vigilance. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'un indicateur de vigilance? Alors, il n'y a actuellement pas de définition précise. Dans la littérature, ils sont appelés aussi trigger tools, événements déclencheurs d'analyse, ou screening tools, outils de dépistage, ou encore outlier measures, mesures des valeurs hors normes. Ils sont utilisés pour détecter de potentiels problèmes de qualité et de sécurité, dans la majorité des cas à partir des bases de données médico-administratives, à l'aide de seuils d'alerte permettant la mise en évidence de valeurs anormales ou atypiques. Alors attention, il est important de souligner que ces alertes sont analysées systématiquement avant de conclure à un problème de qualité des soins et de conduire à d'éventuelles actions correctrices, car il existe de nombreuses explications autres que les problèmes de qualité et de sécurité des soins, tels que le hasard, ou des problèmes de codage, ou des particularités de typologie de patient, une évolution d'une case mix qui explique l'évolution des valeurs des indicateurs. Alors, sachant ces limites d'interprétation, il faut bien comprendre que les indicateurs de vigilance ne permettent pas de porter directement un diagnostic sur la qualité et la sécurité des soins ou pratiques d'un service ou d'un établissement. Ils ne sont qu'un des éléments de la démarche générale d'amélioration de qualité et de sécurité des soins, à côté notamment de la déclaration et de l'analyse des EIAS et des IUS, comme on vient de l'entendre. Ils doivent cependant déclencher un processus d'auto-évaluation, couplé ou non à d'autres processus extérieurs, comme une revue par les pairs. Les indicateurs de vigilance doivent être régulièrement réévalués de façon à ce qu'ils restent scientifiquement acceptables et utiles. Enfin, et c'est un point essentiel, ils ne peuvent pas être utilisés pour d'autres finalités, par exemple le financement, la diffusion publique ou les comparaisons entre établissements, s'ils n'ont pas été conçus pour cela. Et ainsi, les indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont développés par l'HAS, c'est un processus très long qui prend 18 mois, peuvent toujours être utilisés comme indicateurs de vigilance parce qu'ils ont un niveau de validation qui est complet. Mais l'inverse n'est pas vrai. Un indicateur de vigilance qui a été développé uniquement pour cet usage ne peut pas servir d'indicateur de qualité et de sécurité des soins. Alors, pour écrire le rapport qui a été publié, nous avons fait une revue documentaire et qui a montré que les indicateurs d'alerte en santé, indicateurs de vigilance, utilisés pour l'alerte, sont utilisés dans plusieurs pays depuis de très nombreuses années parfois. Pour illustrer l'utilisation des indicateurs de vigilance, je vais vous exposer rapidement le système anglais qui a été mis en place à la suite du scandale lié à la surmortalité dans le service de chirurgie cardiaque à la Bristol Royal Infirmary et qui a éclaté en 1995. Dans un article qui avait été publié en 2001 dans Lancet par Paul Ayling, qui est un des médecins de l'Imperial College London, il a montré que la surmortalité à Bristol aurait pu être détectée par un système de surveillance à partir des bases de données médico-administratives qui étaient disponibles à l'époque, le Hospital Episode Statistics. Et dans son rapport publié en 2001, la commission d'enquête publique a recommandé une surveillance régulière par une agence indépendante de la performance des hôpitaux et des services à partir de données de routine. Et d'ailleurs, depuis 2007, l'unité du Dr Foster de l'Imperial College London a commencé la surveillance et a généré des alertes mensuelles de mortalité pour 122 diagnostics et procédures spécifiques au sein des hôpitaux de soins aigus du NHS. Et en 2018, 70% des groupes hospitaliers étaient concernés par ce dispositif. Bon, ces 122 indicateurs spécifiques de mortalité ajustés sur la typologie des patients, ils portent sur des diagnostics, par exemple péritonée, fracture du col du fémur, hémorragie digestive, ou sur des procédures, extraction dentaire, néphrectomie, transplantation pulmonaire, par exemple. Alors,
Le seuil d'alerte a été fixé de façon à générer peu de fausses alertes, donc une faute spécificité. Ils ont retenu le double de la mortalité attendue et en tout cas moins de 0,1% de fausses alarmes en 12 mois. Alors, les alertes significatives sont envoyées par courrier à la direction du groupe hospitalier concerné et ce courrier rappelle la démarche du Mortality Alerting Surveillance System et la méthodologie. Il informe l'établissement que la mortalité observée pour le diagnostic ou la procédure en cause a dépassé le double de la mortalité attendue pour la typologie de patient. Il indique les différentes raisons qui peuvent générer une alerte, je le dis, hasard, codage, typologie de patient ou qualité des soins. Et il présente le graphique de contrôle statistique du processus ainsi que les statistiques des 12 mois précédents, nombre d'admissions, décès attendus, risque relatif, probabilité que l'alerte soit due seulement au hasard. Alors, ensuite, l'Imperial College London envoie des copies de toutes les alertes détectées à la Care Quality Commission nationale qui est en charge de surveiller, d'inspecter et de réglementer les services aux soins des groupes hospitaliers de NHS et d'encourager l'amélioration des services. La Care Quality Commission peut demander aux hôpitaux de mener des enquêtes et d'apporter des réponses aux alertes identifiées. Lorsqu'elle reçoit une réponse de l'hôpital, il y a un panel de cliniciens et d'analystes qui examinent les réponses et qui classent en différentes catégories. Aucune preuve de problème sous-jacent dans les soins, alerte due à une topologie de patient inhabituelle ou alerte de mortalité due à des inexécutifs d'encodage ou problème de qualité des soins évidents ou combinaison de différents problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce système de surveillance de la mortalité a été évalué par les auteurs de l'Imperial College, qui a été publié en 2018 dans le BMJ Qualité Safety, et qui, entre avril 2007 et octobre 2016, il y a eu 860 alertes qui ont été générées par le système, dont 654, soit 76%, qui ont été adressées à 143 groupes sur 154, donc parce que tous les groupes hospitaliers ont reçu une alerte, au moins. Et le nombre moyen d'alertes envoyées chaque année à l'ensemble, c'était 68, soit 7 par mois, qui sont générées à la direction nationale. Et une analyse plus précise a été conduite sur 204 de ces alertes qui étaient émises entre 2011 et 2013. 154 ont donné lieu à une demande d'enquête auprès des établissements, donc à 75%. Hein. Et parmi ces 154, 90% ont conduit à des revues de dossier. Et dans 69% des cas, des pistes d'amélioration des soins ont été identifiées. Comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, la communication au sein du clinique, le délai entre l'évaluation clinique initiale et la mise en place du traitement. Alors, des problèmes de codage sont trouvés quand même dans 50% des cas. Et absence d'identification de point d'amélioration peut trouver dans 13% des cas. Ce qui est frappant, c'est que leur durée moyenne d'investigation est assez longue de 21 semaines. Alors, d'autres pays utilisent des indicateurs de vigilance, et notamment l'Australie, et l'ACSQHC, leur dispositif de qualité et de sécurité des soins, recommande une présentation en diagramme en deux barres, parce que c'est un des points importants, c'est comment exposer les résultats de cette surveillance avec des intervalles de confiance à 95 et 99% pour les résultats de l'indice standardisé de mortalité hospitalière, par exemple, pour plein de diagnostics en Australie. Et chaque hôpital peut ainsi se situer par rapport à ce qui est attendu. Alors, une autre représentation possible qui est recommandée en Australie, peut-être pas encore ce qui sera utilisé en France, c'est les graphiques FLAD, Variable Life Adjusted Display, hein, et on voit en abscisse l'évolution de l'intervalle de temps prédéterminé, on calcule la différence entre le nombre de décès attendus et le nombre de décès observés, et puis on ajoute, on fait une statistique, et puis on voit comme ça entre les deux bandes qui sont la limite supérieure et la limite inférieure, où se situe l'hôpital, et on voit que l'hôpital, là, une fois il a touché la limite inférieure, une fois il a touché la limite supérieure, et donc on peut comme ça suivre dans le temps l'évolution entre ce qui est attendu comme valeur et ce qui dépasse la valeur attendue. Alors, en France, les textes qui intègrent les indicateurs de vigilance ont paru en 2021. L'ordonnance du 12 mai prévoit que des indicateurs de vigilance en matière de qualité et sécurité des soins sur proposition de l'HAS, en cas d'alerte, une analyse et une concertation entre l'établissement de santé et l'ARS, la mise en place de mesures correctrices, et c'est l'engagement de cette concertation qui conditionne l'autorisation d'activité de soins. Ce n'est pas le résultat de l'indicateur en soi, c'est l'engagement de cette concertation. Et le décret du 22 juillet 2021 stipule que le niveau des indicateurs de vigilance est communiqué à l'Agence régionale de santé et aux titulaires d'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte réalisée. Le 8 juillet 2022, la HS a publié un rapport sur la définition des indicateurs de vigilance en chirurgie qui comporte un rapport principal,
Des documents complémentaires séparés pour chaque spécialité chirurgicale, avec le détail des consultations et les fiches des indicateurs retenus. Cela correspond donc à 13 documents annexes. Alors maintenant, dans les nouveaux décrets de la chirurgie, le nombre de spécialités a changé. C'est plus tout à fait 13, parce qu'il y a eu des subdivisions de spécialités. Et il y a un fichier Excel qui est téléchargeable qui contient l'ensemble des 1019 indicateurs que nous avons identifiés dans le monde lors de notre recherche documentaire. Alors, au terme des consultations des parties prenantes, dont les CNP des spécialités chirurgicales, 16 indicateurs spécifiques ont été retenus. Toutes les spécialités n'en ont pas retenu, puisqu'on a pris ceux qui étaient les plus hauts dans le classement. Et par exemple, dans ces indicateurs, on voit à la dernière ligne le taux d'hémorragie compliquant une amygdalectomie. Ça, c'est un indicateur de vigilance très spécifique à une activité. Et il y a aussi des indicateurs transversaux qui sont applicables à toutes les spécialités, et 10 ont été retenus. Et toutes les spécialités en ont retenu au moins un. Et quand on voit le classement, il y a 5 indicateurs qui sont en rouge sur le tableau, qui sont retenus par 82% des spécialités, correspondent à 92% des choix des spécialités. Donc, c'est vraiment ceux qui vont être développés en priorité par la TIH. C'est le taux de mortalité à l'hôpital, toute cause confondue dans les 30 jours sur une chirurgie majeure, le taux de réhospitalisation dans un délai de 1 à 7 jours pour un MCO, le taux de réadmission après une hospitalisation en chirurgie ambulatoire, le taux d'infection du site opératoire, le taux d'hémorragie ou d'hématome post-opératoire nécessitant une intervention. Alors, on commence, et là, je ne vous en parler plus tard, mais il y a des travaux qu'on mène avec la TIH, la TGES et la HNS, et on s'intéresse au premier, le taux de mortalité à l'hôpital, toute cause confondue dans les 3 jours, et on voit que ce n'est pas rien de développer ça, parce que nous avons participé à la définition, mais il reste d'autres étapes avant la mise en œuvre. Le choix des indicateurs par la DGES, d'abord, la mise à disposition d'indicateurs opérationnels est souhaitée dans le même temps que l'entrée en vigueur des décrets réformant le régime d'autorisation de chirurgie. Nous allons entrer en vigueur a priori lors des prochains schémas régionaux de santé, donc entre juin et novembre 2023, donc des indicateurs opérationnels souhaités par le ministère début 2024. Le choix des indicateurs sera forcément en fonction de ce qui est possible de développer, en commençant par ceux qui satisfont le plus de spécialités. Le développement des indicateurs, je vous dis, c'est vraiment un gros travail. C'est développé par la TH avec la HAS en appui. Il faut définir le périmètre de chaque indicateur, sélectionner les codes, écrire les algorithmes de sélection des patients pour le dénominateur, pour le numérateur. Puis les indicateurs devront être validés sur données réelles. Et enfin, il faudra fixer des seuils d'alerte. Nous, ce que nous avons recommandé, c'est 2 niveaux, une pré-alerte et une alerte. Une pré-alerte pour une analyse interne et une alerte pour signalement à l'ARS. Et enfin, la mise en œuvre sur le terrain se fera après une phase test. L'objectif est donc fixé à début 2024. Il faudra définir le système d'information, est-ce que c'est ce système de santé, la périodicité de production, le plus possible en temps réel, est-ce que c'est tous les 3 mois que les données du PMSI, puisque pour l'instant, c'est à partir du PMSI sont analysées, le format de restitution, graphique, enfin c'est continu pour voir les tendances à la hausse ou à la baisse, les modalités d'interaction entre l'ARS et l'ES en calendaire, et les modalités de réévaluation périodique des indicateurs après le recueil de l'avis des professionnels. Ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, voilà, nous allons être aidés par la PIH pour comment identifier les GES. Ça sera comment identifier les indicateurs de vigilance. Donc, voilà, après la question du plan d'action, on a déjà eu des tuyaux de François Baudin et de Olivier Reiner, donc on va progresser. Autre sujet, et je passe la parole à Isabelle Nicolet. Oui, pardon. Oui, donc autre sujet en effet, mais qui est très intéressant. Je vais présenter donc le professeur Dahan, chirurgien thoracique, qui va nous présenter son outil Epitor, qui est quand même un outil qui a été largement développé et qui est utilisé surtout par les professionnels. Je vous passe la parole donc. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de partager mon écran. Écoutez, ce que je vais vous présenter peut-être sort un petit peu de ce dont vous avez discuté ici. C'est peut-être une méthode totalement atypique par rapport à la déclaration des événements indésirables, parce qu'au sein de notre spécialité, on a considéré que l'auto-évaluation était un des éléments principaux pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Alors, tout a commencé pour nous dans les années 2000, où, comme vous le savez, nos amis du Point, journalistes, ont fait des publications de palmarès
qui était basé sur des bases que nous ne validons pas, qui est le PMSI, qui est une base purement pour la facturation, et qui se sont amusés à brocarder certains services. Ça a entraîné une réaction de notre spécialité qui était de dire il faut qu'on réponde, et malheureusement à ce moment-là, on n'avait rien à répondre puisqu'on n'avait aucun instrument pour mesurer notre activité, d'où est née l'idée très rapidement de créer une base de données qu'on avait imaginée, s'appelait Epitor, pour épidémiologie en chirurgie thoracique, avec pour simple cahier des charges de dire est-ce qu'on est capable de dire à un moment précis quelles interventions sont faites pour quels patients, avec quels résultats, à court et long terme. Eh bien, tout de suite, dès qu'on a dit ça, il y a eu une levée de bouclier de la part de nos confrères qui ont dit on va perdre du temps, on est des grands chirurgiens, on va perdre du temps à rentrer des données. D'ailleurs, dans base de données, il y a données, mais il n'y a pas recevoir, donc on n'a aucun retour. Et enfin, qu'en est-il de la perte de confidentialité? On va me fliquer et on risque de rentrer dans mon activité et on risque de dévoiler ce que je fais ou ce que je ne fais pas bien. Eh bien, concernant la perte de temps, donc on a essayé de répondre à ces 3 critères en diffusant en 2002 un tout petit logiciel qui contenait 52 items, dont 14 étaient obligatoires, que des menus déroulants, et initialisé en 2 minutes, qui regroupait des patients, leur séjour et des interventions. Donc en 2 minutes, on répondait à la première contrainte, c'est pas de perte de temps pour les chirurgiens thoraciques. Le deuxième élément qui est finalement la base de la réussite d'un registre en général ou d'une base de données, c'est la possibilité d'avoir un retour en temps réel, c'est-à-dire pas passer par l'ARS, par la déclaration, par le retour, par l'étude et tout. C'est pouvoir avoir en temps réel ce que je fais comparé aux autres. Et donc pour ça, on a imaginé un circuit, c'est-à-dire que ce chirurgien qui est dans son service va déclarer et envoyer les données qu'il a rentrées dans une base nationale et avec un retour concernant un accusé de réception avec notamment toute une série d'indications sur des éventuelles erreurs. Ensuite, tout ceci est mis sur un serveur et retour au sein de la base locale avec tous les instruments pour pouvoir comparer en temps réel ce que fait le chirurgien, ce qui est fait dans la base locale, donc dans l'établissement, et ce qui est fait à l'échelon national. Donc, on a balayé le deuxième élément qui est de dire on n'a pas de retour et on ne sait pas ce qui se passe. Troisième élément, perte de la confidentialité, on a mis les outils qu'il fallait pour faire disparaître les identités des patients, des chirurgiens, également des centres, et pour avoir une base complètement anonymisée que l'on pouvait gérer, que l'on peut gérer de manière très efficace. Et donc, on a conservé cette parfaite confidentialité, puisque aucun chirurgien n'est capable de voir ce qui se passe chez l'autre chirurgien. Et donc, de ce point de vue-là, on avait répondu à cette question. Alors, tout ça a permis, donc on a commencé il y a une bonne vingtaine d'années, avec 34 centres, puis 53, puis 103, puis 116. Je me suis arrêté en 2015 uniquement parce qu'il y a une bascule à ce moment-là. On en était à 260 000 gestes. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 000 gestes avec des critères d'acceptabilité. Pourquoi ça a marché? Uniquement à cause de ce retour qu'on avait, parce que ça permettait d'avoir une auto-évaluation en temps réel. On a un dysfonctionnement, on le voit, on fait une action et on voit ce qui se passe après. Alors, autre élément qui a permis l'acceptabilité, c'est qu'à ce moment-là, il y avait la nouvelle codification et Epitor permettait de le codifier. On surveillait les infections de bloc. C'est un outil parfait pour les internes pour faire des RMM, pour pouvoir comparer ce qui se passe à un moment dans le service et au national. On a créé un livre rouge qui a été édité toutes les années, comprenant toutes les statistiques de la chirurgie thoracique. Et ça, c'est capital, notamment pour les experts, nos collègues qui sont experts.
on a pu créer le Thoraco-score, qui est le seul indicateur qui existe de mortalité à 30 jours des patients opérés du poumon. C'est un indicateur qui est devenu universel et qui est reconnu dans tous les pays. On a pu éditer des recommandations, notamment validées par l'HAS, sur la prise en charge des cancers du poumon. Et aujourd'hui, ce qui fait que les chirurgiens acceptent d'y participer, c'est que ça valide de facto l'accréditation, le collège, la participation, en tout cas la validation pour l'INCa, et également, on l'espère, que la recertification se fasse absolument sans douleur. Alors, très vite, nos jeunes internes se sont aperçus qu'il y avait là-dessous une mine pour les publications, et cette mine pour les publications, elle a abouti au fait qu'il a fallu qu'on qu'on essaie de trouver, du moins de prouver que la base était de qualité. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la base nationale ne se contente pas d'agglomérer les différents fichiers, elle fait toute une batterie de tests de cohérence et renvoie ces tests de cohérence à chaque chirurgien qui peuvent modifier ça. Et en modifiant ça, ils améliorent leur base. Et en améliorant la base locale, on améliore la base nationale, ce qui fait qu'on a pu, si vous voulez, créer un cercle vertueux de la qualité, parce qu'en améliorant sa base, on améliore la base nationale et on améliore la référence qui permet de s'arranger, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a défini comme étant le score de qualité qui doit être supérieur à 80%, je vous montrerai un exemple, et qui permet d'enclencher ce cercle vertueux de la qualité. Et puis, on a fait des audits sur site pour dire comment on pouvait faire les RMM avec les Epitor, avec tous ces outils qui sont à notre disposition 24 heures sur 24 et en temps réel. Il a fallu également faire signer à nos petits collègues une charte de participation, parce que c'est quand même, ça fait partie des éléments qui impliquent les gens. Et puis, on a été obligé de créer au sein de notre société un comité d'éthique pour apprécier l'utilisation éthique des données et un comité scientifique pour apporter de l'aide et également pour faire en sorte que on puisse tirer parti des erreurs que l'on a faites un peu à la manière de l'analyse des EIG. Parce qu'on a la chance de pouvoir avoir dans nos dossiers non seulement les complications, c'est-à-dire les EIG, mais également les événements indésirables. Alors tout ça, ça a entraîné toute une série de publications, des citations un peu partout. Il y a plus de 150 publications en langue anglaise à partir d'Epitor qui ont montré que finalement, c'était utilisable. Le changement s'est déroulé en 2016 où la FSM, donc Fédération des spécialités médicales, nous a proposé de mettre nos bases de données, puisque EpiCard, c'est pour les chirurgiens cardiaques, EpiConge, c'est pour les chirurgiens congénitaux, et on a également les assistances. Eh bien, elle nous a proposé de mettre sous un même langage toutes ces bases dans une plateforme qui permettait à ces bases de discuter. Alors, effectivement, il pouvait y avoir des bases d'urologie, des bases de toutes les spécialités, avec la possibilité de discuter entre elles. Mais surtout, elle nous a donné la possibilité d'avoir accès à des bases, donc le PMSI, le SNIRAM. PMSI, pourquoi? Pour comparer nos résultats, sachant que le PMSI a quand même un avantage, c'est d'être exhaustif, mais surtout à l'INSEE. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que Epitor, EpiCard, on a la date de décès de tous nos patients. C'est-à-dire qu'on peut vous dire tel patient s'il est décédé ou pas. Et ça se fait de manière totalement automatique. Et nos statistiques sont des statistiques réelles, puisqu'on a ces éléments. Alors, le fait de participer à la FSM nous a permis d'avoir un accord CNIL pérenne, d'éditer des comorbidités et d'étudier le poids des comorbidités à la manière des complications selon la classification de Clavien de dos. Également de produire des événements indésirables au fil de l'eau, de participer au protocole GRACE, d'écrire des scores, et je vous montrerai tout à l'heure, à acculturer nos jeunes à la culture des bases de données. Comment? Simplement
en faisant leur carnet de bord avec toutes les interventions auxquelles ils ont participé. Alors, au jour d'aujourd'hui, un chirurgien thoracique, il a devant lui un tableau de bord comme ça en permanence, où il peut savoir déjà, il y a une analyse de la qualité de ses données en tant que chirurgien et en tant que centre. Il peut étudier, son activité peut être sectionnée, on peut également définir les dates de début et de fin, et on peut éditer un certificat qui permet d'attester de la qualité de nos données. On peut également étudier la morbimortalité, hein, et ça, c'est fondamental, hein, ce sont les EIG, mais on a la chance de pouvoir mettre en parallèle les EIG, le patient, les comorbidités et tout ça, et on peut faire des études qui sont fondamentales avec un résultat qui, pour nous, est intéressant, c'est la mortalité réelle à 90 jours, à 5 ans, à 10 ans. On peut étudier effectivement toutes les complications cibles de la spécialité. L'orateur précédent l'a parfaitement dit, hein, ce sont des choses qui sont de notre ressort, de nous inquiéter du taux de réhospitalisation, des bullages, des atérectasies, des complications en anastomose et tout. Et à chaque fois, comme vous pouvez le voir, le chirurgien a ses taux, il y a le centre et le national avec les comparaisons. On a pu étudier pendant la période du Covid l'évolution de l'activité du chirurgien, du centre et du national pour voir s'il y avait un retentissement de cette activité. Là, c'est sur les 3 dernières années, donc on est passé à côté du Covid. Hein, mais on a bien vu le retentissement sur la prise en charge des cancers du poumon. Alors, ce que vous définissiez avant, ben, on l'a en permanence, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment étudier toutes les complications, toutes les formes de décès, toutes les survies sur des funnel plots, en sachant que bien évidemment, ça c'est notre centre, entre guillemets, et tous les autres centres ne peuvent pas savoir à qui on a affaire. Mais en tout cas, on sait où on se situe par ce point rouge. On a également, comme vous l'avez très bien défini, un autre critère qui est les CUSUM du chirurgien, les CUSUM du centre. Dans ce cas-là, comme vous l'avez dit, ben, ce chirurgien a une activité qui n'est pas déviante. Par contre, dans le service, en même temps, il se passe des choses qui ne sont pas très claires puisqu'on a une augmentation de la mortalité au fil de l'eau. Et ça, ce sont des éléments fondamentaux pour pouvoir corriger notre activité en temps réel. Dernier élément qu'on peut avoir, ben, ce sont les survies à 5 ans, c'est-à-dire qu'en permanence, on peut savoir comment on se situe en termes de survie dans des spécialités comme dans des éléments comme le cancer du poumon. C'est fondamental de savoir à 5 ans si les patients sont toujours vivants. C'est un élément de qualité de prise en charge de nos patients. Alors, juste, on a cet écran qui permet de saisir au fil de l'eau des événements indésirables, et notamment, puisqu'on a un intervenant de Montsouris, on avait réalisé une étude sur 3 mois dans plusieurs centres, et on avait demandé à ce qu'il y ait une déclaration de tout ce qui pouvait être considéré comme des événements indésirables pendant ces 3 mois, et on a pu avoir une idée de ce qu'il pouvait y avoir dans les services en termes d'événements indésirables comparés aux complications. On a pu faire des relations par rapport à ceci. Comme vous pouvez le voir, on a suivi par des items particuliers l'épidémie de Covid. Et enfin, tout ça aboutit au fait que si on suit, par exemple, en fonction des années, la survie de nos patients, ben on s'aperçoit qu'au fil des années, la survie de nos patients s'améliore. Et ceci, on peut le voir, par exemple, la mortalité 90 jours en 2016, voire un petit peu moins. Et on s'est bien aperçu que pendant le Covid, il s'est passé des petites choses qui n'étaient pas tout à fait nettes et qui ont montré l'impact du Covid sur la prise en charge de nos patients. Dernière chose que je voulais préciser, comme je vous ai dit, la culture de l'auto-évaluation, de l'amélioration passe par l'acculturation de jeunes. Eh bien, chaque jeune chirurgien, par exemple, là, dans un dossier de chirurgie cardiaque, doit saisir son activité en tant qu'observé, réalisation partielle ou complète. Et tout ça aboutit à des tableaux de bord que lui-même a. Et ces tableaux de bord permettent aux responsables de finalement, là, par exemple, on a une courbe liée à nos internes,
au premier semestre, bon, il y a beaucoup plus d'activités observées que d'activités réalisées. Et puis, comme vous pouvez le voir, ben, ça s'inverse, ce qui est tout à fait correct et qui prouve, si vous voulez, qu'il y a une amélioration de la formation, ou en tout cas permet de montrer cette amélioration. Ça permet également de fournir aux responsables de stage ben, le rapport de stage que l'on connaît bien dans les CHU, ce qu'il faut fournir à nos facultés et qui permet d'être fait sans douleur et d'être suivi de manière totalement transparente dans tous les services pendant toute la formation. Alors, juste pour vous donner deux exemples, ça, à gauche, c'est un service qui n'est pas fonctionnel parce que les internes ont dit « c'est bien beau de nous évaluer, mais nous, on va vous évaluer ». Parce que si vous avez un service qui, du 1er au 8e semestre, a un taux d'actes observés qui reste en plateau et qui ne descend pas, ben, ça veut dire que ce n'est pas un service formateur. Par contre, un service formateur, c'est un service qui doit se comporter comme ça. Et c'est un peu ça, finalement, la nouvelle culture de l'auto-évaluation. Et finalement, on a trouvé dans la création de ce registre la possibilité d'avoir en temps réel un retour de tout ce que nous faisons. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut proposer à nos patients, c'est de savoir ce qu'on fait, avec quels résultats, à court et à long terme. C'est pour ça que notre devise, c'était certes d'avoir son savoir-faire, mais qu'il était aussi important de le faire savoir, son savoir-faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation qui était essentielle. Comme vous le savez, à titre indicatif, vous savez que les décrets sur les demandes d'autorisation pour la pratique chirurgicale ont été publiés il y a quelque temps, et donc chaque établissement qui devra pratiquer la chirurgie va devoir être conforme à ces décrets. Et dans les conditions techniques de fonctionnement apparaît une phrase qui va positionner les registres, puisque l'équipe médicale doit renseigner les registres professionnels d'observation des pratiques. Donc, la notion de registre fera partie de notre quotidien, et c'est une recommandation dans la nouvelle pratique chirurgicale. Je repasse la parole à nos modérateurs pour les nombreuses questions qui ont été posées et qu'ils pourront poser eux-mêmes également, bien entendu. Ben, je vais prendre la parole puisqu'il y a une question qui a été posée à Mme Nicoullet et que c'est elle qui a l'honneur de commencer. C'était une question du docteur de Rochambeau de l'URPS d'Île-de-France qui s'interrogeait sur le fait que dans les facteurs qu'on a entendus de votre part, on n'avait pas entendu parler de surcharge de travail, de stress, voilà, et aussi de problèmes de communication, qui sont des éléments qui ressortent de temps en temps dans le rapport de l'HAS et notamment dans le rapport aussi des OA d'accréditation. Tout à fait. Alors, j'ai tenté de respecter mon temps de parole et donc je n'ai pas présenté évidemment toutes les slides. Vous les avez peut-être vues défiler, mais comme elles seront remises à tous, vous pourrez les lire. En effet, il y a évidemment dans les facteurs qui sont étudiés, des problèmes de communication qui sont identifiés, qui se retrouvent souvent sous le nom de facteurs en lien avec les professionnels. Et donc, on les retrouve aussi bien dans les EIG de chirurgie que dans les EIG globalement, hein. Et également tout ce qui est surcharge de travail ou stress, qui se retrouve plutôt dans les facteurs dits organisationnels, voire même institutionnels. Et donc, là aussi, les établissements, il est intéressant de colliger les actions qui peuvent être retrouvées sur ces sujets pour les diffuser. Il n'y a pas de spécificité sur ces domaines-là. Par contre, il n'y a pas tellement de spécificité au domaine de la chirurgie. Est-ce que j'ai répondu? Pourrais-je rajouter une petite chose, s'il vous plaît? Nous, on s'est aperçu d'une chose très particulière, c'est que toute diminution de participation à la base de données était très probablement liée à un dysfonctionnement dans le service. Et on a un service de veille, hein, des différents services, et il faut savoir qu'à partir du moment où il y a une baisse de déclaration au niveau d'Epitor, c'est qu'il se passe quelque chose dans le service et ça nous permet d'envoyer
des gens, ou en tout cas de demander s'il ne se passe pas quelque chose de particulier. C'est vraiment un élément, du moins annonciateur de problèmes de surcharge de travail ou d'autres choses. Voilà. Ça se retrouve un peu dans l'enquête culture-sécurité là, qui est en train d'être faite au niveau national sur les établissements, où moins il y a de gens qui répondent, c'est qu'il y a un petit problème à l'intérieur de la boutique. Absolument. Oui. Pour assurer de la qualité, il faut quand même un temps minimum incompressible, hein, au-delà de la volonté et du portage par la structure et par la gouvernance de la structure. Alors, moi, j'avais une question à Olivier Hintenreiner. C'était comment sont, on va dire ça, enfin, comment sont archivées vos synthèses de RMM? Où est-ce qu'elles sont archivées? Est-ce que vous les laissez dans le dossier? Est-ce que vous les brûlez pour pas qu'elles soient prises par les juristes? Non, elles sont pas brûlées et elles ne sont pas dans le dossier. Les RMM ne font pas partie du dossier médical, donc elles n'y sont pas. Elles sont archivées à la direction qualité dans notre réseau informatique. Tous les comptes rendus des RMM sont anonymisés. Donc, les comptes rendus qui sont diffusés sont totalement anonymisés à la fois sur le patient et à la fois sur les soignants qui sont impliqués. Et ils sont archivés chez nous. Ça ne règle pas la question du juge qui viendra nous demander la RMM, hein, très clairement, parce que chez nous, on l'a et on n'a pas de réponse à cette question. Mais s'il y a une procédure et que le juge ne nous demande rien, cette RMM, elle reste chez nous. Et alors, la Starax qui accompagne un certain nombre de RMM, on finit la RMM en leur disant qu'il faut surtout dans la liste des présents, il faut mettre la fonction et surtout pas le nom des présents. Parce que le nom, finalement, l'objectif de la RMM, c'est d'arriver à mettre des plans d'action et de suivi des actions. Voilà, c'est le temps de la RMM en lui-même, je veux dire, grossièrement, le temps de l'analyse n'a pas grand intérêt à être conservé. Non, il n'y a que le plan d'action. Il n'y a que le plan d'action qui a un intérêt. Et de toute façon, c'est la seule chose qui est communicable au patient. S'il demande quelque chose, c'est le plan d'action via un médecin. Je vous confirme en effet que la RMM ainsi que les volets 1 et 2 sont des documents administratifs, donc ils peuvent être en effet saisis par les tribunaux. Voilà, en sachant que la position des tribunaux maintenant, de plus en plus, est de considérer que lorsqu'il y a une réclamation et une judicialisation, il est préférable d'avoir fait une RMM, enfin, il est préférable d'avoir fait vraiment les choses pour poser à plat. Et ce n'est pas uniquement ce qui est décrit, mais c'est également un établissement qui ne fait pas de démarche qualité derrière un événement, une réclamation importante ou un EIGS sera sans doute beaucoup plus pénalisé qu'un établissement qui a suivi les bonnes procédures. Tout à fait, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Il y avait une question, peut-être que je vais… Y a-t-il une formation des soignants, des internes, des chefs de clinique dès leur arrivée dans les services pour, on va dire, apprendre à déclarer ou faciliter la déclaration ou connaître le circuit de déclaration à partir des FEI sur les EIGS ou sur des événements indésirables simples? Alors, je ne sais pas à qui la question est posée, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui peuvent répondre. Personnellement, à l'IMM, on a une journée d'accueil et il y a quelqu'un de la direction qualité-risque qui, entre autres choses, de notre logiciel de gestion documentaire, c'est le même logiciel pour les FEI, et on présente comment faire une fiche d'événement indésirable. Ça, clairement, pour que la déclaration arrive, c'est pour les nouveaux internes, mais c'est pour tous les nouveaux arrivants à l'IMM. À Cocha, peut-être? Oui, à l'AP HP en général, on a un système de recueil des signalements qui est le système Osiris. Et sur lequel, bien sûr, tous les internes à l'arrivée lors de leur journée de formation, en tout cas, après, c'est probablement pas dans tous les hôpitaux pareil, mais en tout cas, dans le nôtre, ils ont une information sur la qualité. Donc là, on déborde le sujet, mais il y a des impératifs de qualité aussi et d'amélioration d'indicateurs qualité pour la visite de certification. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a un lien avec la sécurité, donc les événements indésirables, et on leur apprend à signaler et puis à gérer un événement quand il survient. Parce que là, on a parlé beaucoup de signalements, mais il y a tout ce qui est sécurisation du patient, de l'environnement, tout ce qui est information des patients, tout ce qui est soutien
au personnel impliqué, à ce qu'on appelle la seconde victime, etc. Et la participation, bien sûr, à l'analyse approfondie et les mots-clés qu'il faut connaître voilà, pour comprendre ce qui se passe à la gestion des services. Alors après, dans chaque service, la formation est sans doute variable, mais c'est vrai que tout RMM, enfin on essaye donc au niveau de la cellule gestion des risques de participer à toutes les RMM et donc d'apporter aussi voilà, une vision, une pédagogie qui peut profiter à tout le monde après dans son exercice futur donc pour les jeunes et souvent les chefs de clinique de toute façon participent de façon très active. Pour ma part, j'ai connu dans une autre région le fait qu'à l'arrivée des internes, donc le 2 novembre et le 2 mai, il y avait une convocation de l'ensemble des internes de la région et on leur présentait tous les dispositifs administratifs qui allaient du certificat de décès à la déclaration obligatoire d'une maladie et également tous les process qualité et de déclaration des EIGS. Donc, ça avait la chance d'être réalisé avec le département de santé publique de l'université et le principal hôpital universitaire de la région. Mais où que soit l'interne, il venait sur cette journée obligatoire. Voilà. Une question peut-être un peu plus spécifique pour le docteur Akinocho, c'était déclencheur, enfin l'intérêt des déclencheurs ou le rôle des déclencheurs par rapport à l'informatisation des dossiers, ou l'informatisation des dossiers facilite-t-elle la notion de déclencheur? Oui, effectivement. À la base, quand même, il faut reconnaître que les déclencheurs peuvent ne pas être informatisés. Mais aujourd'hui, avec vraiment l'outil informatique, ça devient tellement facile parce que si tout est informatisé, le déclencheur aussi est informatisé et la lettre est envoyée directement à l'équipe. Donc, c'est ça. Vive le monde moderne. Est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement que les indicateurs de vigilance correspondent à des déclencheurs, en quelque sorte? Non, il y a quelques nuances. À mon avis, les indicateurs de vigilance, c'est le plus souvent macro, où on regarde par exemple peut-être en termes de mortalité, est-ce que ça alerte au niveau de l'établissement, est-ce qu'il y a un problème? Alors que les déclencheurs dont moi je parle, c'est plus spécifique à chaque patient. Donc, on regarde dans le dossier de ce patient, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous alerte? Les indicateurs de vigilance, c'est plus global, mais il y a quand même un lien. Peut-être M. Hervé Mettek peut apporter son expertise aussi. Non, je suis d'accord avec vous. Il y a un déclenchement d'une action, mais vous, c'est au niveau d'un dossier, alors que la vigilance, c'est au niveau d'un indicateur global pour un établissement. J'avais une question pour Olivier Vétérinaire. Tout à l'heure, vous avez cité votre incidence de déclaration, en quelque sorte, et avec une augmentation qui est un témoin de bonne qualité, finalement, de recueil d'informations. Et est-ce que les chiffres que vous avez comparés sur le plan national, est-ce qu'il y a des différences d'incidence sur le plan national et le plan européen où on trouve à peu près les mêmes taux de déclaration? Au niveau européen, je ne sais pas. Au niveau national, entre les différentes études ENEIS, on voit que ça ne monte pas beaucoup. Donc, ça monte quand même un peu, mais pas beaucoup. Et quand je vois l'effort qu'il a fallu faire sur notre établissement, qui est finalement un petit établissement où les liens avec les gens ils sont plus faciles que dans un plus gros établissement pour arriver à une déclaration de 1 sur 2, on n'est quand même qu'à 1 sur 2, c'est bien, mais c'est quand même que 1 sur 2. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, en ce moment, on a une légère baisse de déclaration. Ça s'explique par tout un tas de raisons, notamment parce qu'on a beaucoup finalement d'intérimaires. On a de moins en moins de fixes comme dans tous les établissements. On a des problèmes de personnel. Et ces gens-là, forcément, ils déclarent moins que les fixes. Et donc, on va avoir une augmentation de la sous-déclaration. Il y avait une question qui demandait, est-ce qu'on a pu mesurer l'amélioration de la qualité suite à cette déclaration? Ce n'est pas le tout de déclarer. On n'a pas de mesure précise, je vais être très honnête. Par contre, ça améliore le travail en équipe, notamment entre les services quand c'est des RMM interservices. On a l'impression que quand les événements indésirables reviennent, ils sont moins graves.
parce qu'on a déjà eu l'expérience du premier. Il y a des règlements, on fait des RMM où on a déjà eu le même sujet un an avant, on avait mis des procédures en place. On arrive quand même avec l'événement intérieur, mais c'est moins grave parce que les équipes sont habituées, ils savent quoi faire, on a une meilleure récupération. On a l'impression qu'on augmente, mais on n'a pas chiffré tout ça. C'est la base du travail, c'est la déclaration, mais on ne peut pas montrer que parce qu'on déclare plus, on fait de la meilleure qualité. Une question pour répondre à... Est-ce que les plans d'action sont spécifiques pour chaque établissement ou peuvent être partagés et utiles pour d'autres sites? C'est un peu la communication et les retours d'expérience et le partage des retours d'expérience. Bon, je peux donner ce qui se passe un petit peu à l'assistance publique. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que voilà, il y a des hôpitaux, maintenant il y a des GHU qui sont déjà finalement le rassemblement de grosses structures en elles-mêmes, et puis après il y a la PHP. Et donc c'est vrai que bon, après c'est dépendant de chaque plan d'action qui part quand même d'un événement et qui concerne un service. Donc, c'est souvent assez spécifique avec des problèmes organisationnels, humains qui sont propres à cet événement et au service. Donc, il est clair que parfois, même très souvent, il y a des impacts au niveau, par exemple, procédures dont on parlait, qui ne sont pas forcément la panacée, mais qui souvent, malgré tout, ont besoin d'être mises à jour et partagées. Donc, ça, c'est une façon après de faire un partage au niveau non seulement de l'établissement, mais des autres hôpitaux. Éventuellement, parce que les thématiques sont souvent retrouvées ailleurs. On fait des bilans des événements indésirables dans chaque hôpital, mais aussi dans chaque GH. Et puis après, à la PHP, il y a exactement le même travail. C'est-à-dire que il y a une direction au niveau du siège qui rassemble tous les événements de tous les hôpitaux de la paix et qui en conclut, qui en fait un bilan et qui en déduit des actions transversales. Et il y a beaucoup d'actions transversales depuis très longtemps qui ont été mises en place comme ça, avec des outils d'aide, que ce soit la mise à jour du système d'information. Notre outil, c'est Orbis. Et donc, finalement, il y a des améliorations transversales qui peuvent profiter à tout le monde. Il y a des outils vidéo, des quiz pédagogiques, tout un tas d'actions qui sont menées à ce moment-là. Et comme c'est fait finalement au niveau national par la HAS, par la même méthode, quoi. Donc finalement, on part d'un événement grave qui est traité au niveau du service et petit à petit, ça s'agrège et ça remonte au niveau institutionnel et au niveau régional et au niveau national. Et donc, à chaque fois, les plans d'action, il y en a qui sont proposés de façon adaptée par rapport au périmètre. C'est un peu l'objectif de la mise du circuit de déclaration et d'ouverture du portail qui va jusqu'à la HAS et dont l'objectif était de publier justement des recommandations, on va dire, pas forcément très ciblées, mais au niveau national. C'est évident que l'objectif, c'est quand même un retour d'expérience et pour apporter des... alors, c'est peut-être plus facile sur les problématiques techniques que sur les problématiques organisationnelles, qui sont en effet... après, il faut que chacun, en fonction de son organisation, on trouve les meilleurs éléments pour les meilleures défenses. À l'autorité de sûreté nucléaire où je travaillais avant, dans le domaine de la radiothérapie, par exemple, il y a une base de données européenne des accidents et des incidents. Et la première chose que fait un radiothérapeute quand il a un souci ou un médecin nucléaire, c'est d'aller voir, d'aller consulter s'il y a des accidents équivalents qui ont été décrits dans cette base de données et de regarder quelles sont les actions qui ont été mises en place pour s'en inspirer. Voilà. Et après, évidemment, l'adapter à son organisation. C'est comme Epitor, finalement. Oui, ça doit être moins bien structuré, je pense, quand même. Bon, écoutez, je pense que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous semblent... Parce que là, on a largement dépassé notre temps, mais c'était passionnant. Moi, en quelques points, peut-être d'abord, je vous remercie tous parce que c'est une soirée qui était très riche et très positive pour chacun d'entre nous, je crois. Le premier point, c'est la déclaration est importante pour finalement éviter la répétition. Olivier Peter-Reiner, il a raison. Donc, ça veut dire éviter la répétition, c'est donc éviter qu'il y ait de nouveau un problème et donc améliorer la qualité de la prise en charge d'une certaine manière. Donc, déclarer. Le deuxième point, c'est réfléchir à peut-être des outils complémentaires pour repérer un problème et peut-être les déclencheurs dont a parlé
le docteur Akinosho, c'est une réflexion qu'on devrait avoir au niveau peut-être de certaines disciplines sociétés savantes. Le troisième point, c'est le plan d'action. Et là, c'était très intéressant. Parmi tout ce qui a été dit, c'est que peut-être lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas tout remettre à zéro, surtout pas, mais il faut travailler ensemble, il faut être accompagné. Donc ça, je pense que c'est un message essentiel, de ne pas tout rebalayer et partir sur ce qui existe déjà, et puis voilà, le mettre en œuvre. Les indicateurs de vigilance, eh bien, je pense que ça va être un outil qui va être intéressant pour chaque service, à chaque hôpital, parce que finalement, c'est des outils qui vont venir de l'extérieur, qui vont nous montrer, ah, il y a peut-être un problème. Et donc, ça va nous pousser à des réflexions internes. Bon, ça va être obligatoire, donc on n'aura pas trop le choix. Et on devra les appliquer, sinon on aura des problèmes dans les services de chirurgie. Mais je pense que ce sera un bon outil. Alors, pour terminer, les registres qui devront être mis en œuvre pour chaque équipe médicale. Là, c'est un gros point d'interrogation. Alors, le modèle d'Epitor est un tellement beau modèle que ça nous semble impossible à atteindre. Mais vous avez fait une belle démonstration quand même. Et je pense que beaucoup reviendront vers vous. Donc, bon, merci à vous tous. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé dans une semaine sur le site de l'ARS et le site de l'ORCAM. Donc, merci beaucoup à vous tous et à très bientôt.